Ses lèvres avaient le goût du vin rouge que nous avions partagé ce soir-là, un Bordeaux millésimé qui maintenant coulait entre nos bouches comme une promesse interdite. Clara me pressait contre le mur de briques froides de mon appartement secret à Montmartre, ses mains tachées de peinture traçant des chemins de feu sur ma peau nue. Je pouvais sentir son cœur battre contre le mien, nos respirations, se mêlant dans l'obscurité parfumée de térébenthine et de jasmin. « Juliette » murmura-t-elle contre mon cou, sa voix rauque résonnant comme une mélodie interdite. « Tu trembles. » C'était vrai. Moi, Juliette Dubois, directrice exécutive de Dubois International, femme qui commandait des salles de conseil et terrorisait des PDG, je tremblais comme une adolescente face à cet artiste de rue qui peignait pour survivre. Ses doigts glissèrent le long de ma colonne vertébrale, faisant tomber mon chignon sophistiqué, libérant mes cheveux dans un geste qui symbolisait tout ce que j'abandonnais en cet instant. « Je ne tremble pas », mentis-je, ma voix se brisant alors que ses lèvres trouvaient ce point sensible juste derrière mon oreille. Je ne sais plus ce que je fais. »« Alors arrête de penser », chuchota-t-elle en capturant ma bouche de nouveau, plus intensément cette fois, avec une passion qui effaçait toutes mes certitudes. Mais comment en étions-nous arrivés là? Comment une femme comme moi avait-elle pu tomber si profondément pour quelqu'un que je n'aurais même pas dû remarquer? Si vous appréciez déjà cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Elle. Laissez-nous aussi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Et surtout, quand vous aurez terminé, donnez une note de 0 à 10 à cette histoire et partagez ce que vous avez le plus aimé. Votre soutien compte énormément. 3 semaines plus tôt, ma vie était parfaitement ordonnée, comme ces rangées de dossiers impeccables dans mon bureau du 8e arrondissement. Chaque matin, je me réveillais à 5 heures précises dans mon appartement de l'avenue Foch, un penthouse minimaliste décoré par un designer italien dont le nom seul coûtait plus que le loyer annuel de la plupart des Parisiens. Les murs blancs cassés, les abscesses, meubles im, les œuvres d'art abstraites qui ne signifiaient rien mais valèrent des fortunes, tout reflétait la femme que j'étais devenue, froide, calculée, impénétrable. Ma routine matinale était un rituel sacré. Douche à l'eau presque brûlante, café noir préparé par ma machine miel, tailleur Chanel soigneusement sélectionné la veille, maquillage appliqué avec la précision d'un chirurgien. À 6h30, mon chauffeur m'attendait déjà devant l'immeuble, tenant la portière de la Mercedes classe S noire. À 7h, j'entrais dans les bureaux de Dubois International, une tour de verre et d'acier qui dominait les Champs-Élysées comme un symbole de pouvoir. Mon père, Henri Dubois, avait construit cet empire à partir de rien après la guerre. Fils d'un épicier de province, il avait gravi les échelons de la société parisienne avec une détermination impitoyable, écrasant quiconque se mettait en travers de son chemin. Il m'avait élevé dans la même philosophie. « Juliette, les faibles sont mangés par les forts. Tu dois être un requin, pas un poisson. » J'étais devenue un requin. À 34 ans, j'avais triplé les profits de l'entreprise, négocié des contrats internationaux que même mon père n'aurait pas osé imaginer et gagné le respect craintif de tous mes employés. Mais le respect n'est pas l'amour, et le pouvoir ne se blottit pas contre vous la nuit. Ma mère, Elisabeth, vivait maintenant dans une résidence médicalisée de Neuilly, son esprit magnifique lentement dévoré par l'Alzheimer. Je lui rendais visite chaque dimanche à 14 heures précises, m'asseyant à ses côtés pendant exactement 1 heure, tenant sa main fine pendant qu'elle me regardait avec des yeux qui ne me reconnaissaient plus. Parfois, elle m'appelait maman. D'autres fois, elle parlait en anglais à des personnes invisibles. Mais le plus souvent, elle fixait simplement la fenêtre, perdue dans un passé que je ne pouvais plus atteindre. Ma vie sentimentale était aussi stérile que mon appartement. Quelques liaisons avec des hommes appropriés, un avocat d'affaires, un banquier d'investissement, un diplomate, toutes terminées quand ils réalisaient que je ne deviendrais jamais la femme douce et soumise qu'ils espéraient domestiquer. Le dernier, Philippe de Montfort, m'avait accusé d'avoir un cœur de pierre avant de claquer la porte de mon appartement. Je n'avais pas pleuré. Je n'avais rien ressenti du tout. C'est pourquoi j'avais acheté ce petit appartement secret à Montmartre 5 ans auparavant. Un studio caché dans une ruelle pavée près du Sacré-Cœur, avec des murs de briques exposés et une fenêtre qui donnait sur les toits de Paris. Personne ne connaissait son existence. Ni mon père, ni mes collègues, ni mes rares amis. C'était mon sanctuaire, le seul endroit où Juliette Dubois, la louve de Wall, street française, pouvait devenir simplement Juliette. Là-bas, j'avais installé ma collection de vinyles de jazz. Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, des voix de femmes brisées qui chantaient la douleur que je n'osais jamais exprimer. Je m'allongeais sur le vieux canapé en velours râpé, un verre de whisky à la main, et je laissais leur voix me raconter les histoires d'amour que je ne vivrais jamais. Parfois, je pleurais. Souvent, je me demandais si c'était ça, la vie que mon père avait voulu pour moi. Ce mardi matin de septembre avait commencé comme tous les autres. Réunion du conseil d'administration à 8 heures, négociation avec des investisseurs japonais à 10 heures, déjeuner de travail avec le ministre de l'économie à midi.
Mon assistante, Sophie, une jeune femme compétente et terrifiée de moi, me suivait partout avec son iPad, prenant des notes sur chaque décision que je prenais. « Madame Dubois, dit-elle nerveusement alors que nous quittions le restaurant Alain Ducasse, vous avez un appel avec les actionnaires de New York à 15 heures, puis la réunion avec les designers à 16 heures. Annule tout, l'interrompis-je soudainement, surprenant même moi-même. Sophie me regarda comme si je venais de parler en mandarin. « Pardon, madame ?» J'ai dit « annule tout ». Une impulsion inexplicable me traversa, comme si une voix intérieure que j'avais ignorée pendant des années criait enfin assez fort pour être entendue. Je prends l'après-midi. Mais les actionnaires, dis-leur que je suis souffrante. Ou invente n'importe quoi. C'est pour ça que je te paie. Je lui tendis ma mallette Hermès. Ramène ça au bureau. Je rentrerai demain. Avant qu'elle puisse protester, je tournai les talons et marchai vers le métro. Oui, le métro. Quelque chose que je n'avais pas pris depuis mes années d'étudiante à Sciences Po. Mon chauffeur m'appela 3 fois sur mon portable. Je déclinai chaque appel. Quelque chose en moi voulait se perdre dans la foule anonyme de Paris, respirer l'air du peuple que je commandais depuis ma tour d'ivoire. Je pris la ligne 6 jusqu'à Trocadéro, poussé par un instinct que je ne comprenais pas. Les jardins du Trocadéro grouillaient de touristes photographiant la tour Eiffel, de vendeurs ambulants proposant des miniatures scintillantes, d'enfants courant après des « pigeons ». Et puis je la vis. Elle était assise sur un petit tabouret pliant près de la fontaine, un chevalet devant elle, peignant un portrait d'une touriste américaine qui posait avec un sourire forcé. Mais ce n'était pas son travail qui capta mon attention. C'était elle. Ses cheveux bouclés couleur miel tombaient en cascades désordonnées sur ses épaules, capturant la lumière de l'après-midi comme de l'or liquide. Elle portait une robe vintage à fleurs qui aurait semblé ridicule sur n'importe qui d'autre, mais sur elle, c'était parfait. Ses bras nus étaient couverts de taches de peinture multicolores, comme si un arc-en-ciel avait explosé sur sa peau. Mais c'était son rire qui me figea sur place. Un rire profond, authentique, qui résonnait comme une cloche à travers le jardin. Elle disait quelque chose en anglais à sa cliente, quelque chose qui les fit toutes les deux éclater de rire. Et je réalisai que je ne pouvais pas détourner le regard. « Café au lait, madame ?» Un vendeur ambulant me tendit un gobelet en carton, me sortant de ma transe. « Oui, merci », marmonnai-je, prenant le café machinalement tout en continuant à observer cette artiste étrange. Je ne sais pas ce qui me poussa à marcher vers elle. Peut-être la curiosité, peut-être la solitude, peut-être simplement le besoin désespéré de comprendre comment quelqu'un pouvait rayonner de tant de vie alors que je me sentais si morte à l'intérieur. Mais alors que je m'approchais, mon talon loup-boutin accrocha une dalle irrégulière. Le temps ralentit. Je tombais en avant, le café au lait s'échappant de ma main dans une trajectoire parfaite, éclaboussant directement sur la toile qu'elle venait de terminer. Le gobelet en carton rebondit sur son chevalet avant de se répandre sur sa robe à fleurs. Merde! Le mot sortit de ma bouche avant que je puisse le retenir, tellement peu caractéristique de Juliette Dubois qui ne jurait jamais en public. Elle me regarda, ses yeux castagneux-mêles, s'écarquillant de choc, puis baissant les yeux vers son travail ruiné. La touriste américaine poussa un cri horrifié. Pendant un moment terrible, le monde entier sembla se figer. Puis elle éclata de rire. Pas un rire poli ou forcé, mais un rire authentique, presque hystérique, les larmes coulant sur ses joues, pendant qu'elle regardait le désastre. « C'est tellement parfait », gloussa-t-elle en français teinté d'un léger accent du Sud. J'étais justement en train de me dire que ce portrait manquait de spontanéité. « Je suis absolument désolée », commençai-je, sentant mes joues brûler d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis l'enfance. « Je vais bien sûr vous dédommager pour… » « Me dédommager ?» Elle s'essuya les yeux, son rire se calmant en un sourire radieux. « Madame, vous venez de créer une œuvre d'art moderne. Regardez, le café a créé cette texture incroyable sur le ciel. » Elle inclina la toile, montrant effectivement comment la tache brune avait créé un effet de nuage dramatique. C'est comme si Jackson Pollock avait rencontré un café parisien. La touriste américaine, apparemment décidant que son argent avait été gaspillé, partit en marmonnant des insultes. Clara, je ne connaissais pas encore son nom, haussa les épaules avec une insouciance qui me fascinait. « Vous devriez au moins me laisser payer pour votre robe », insistai-je, sortant mon portefeuille Chanel. Elle baissa les yeux vers la tache de café s'étalant sur les fleurs imprimées. « Cette chose, je l'ai achetée 3 € dans un marché aux puces. Franchement, le café l'améliore. » Puis elle me regarda vraiment pour la première fois. Ses yeux parcourant mon tailleur Chanel, mes loups-boutins, mon sac Hermès. « Mais vous, laissez-moi deviner. 8e arrondissement? Non. Attends. Avenue Foch? Comment? J'ai l'œil pour les gens. » Elle tapota sa tempe avec un doigt taché de bleu. « Vous portez environ 6 mois de mon loyer sur votre corps. Peut-être 1 an si on compte ce foulard Hermès qui cache. » Elle se pencha plus près,
ses yeux se plissant avec intérêt. Une marque de naissance en forme de lune? Fascinant. Instinctivement, je portai ma main à mon cou, couvrant la petite marque que seuls mes amants les plus intimes avaient vue. Vous êtes très observatrice. Je suis artiste. C'est mon travail de voir ce que les gens cachent. Elle se leva, et je réalisai qu'elle était plus petite que moi, même sans mes talons, mais elle possédait une présence qui la faisait paraître immense. Clara Moreau, dit-elle en tendant une main tachée de peinture. Juliette Dubois. J'hésitai une seconde avant de prendre sa main. Sa paume était calleuse, chaude, et quelque chose dans son toucher envoya un frisson électrique le long de mon bras. Dubois, répéta-t-elle, et je jure avoir vu quelque chose passer dans ses yeux, de la reconnaissance peut-être, mais cela disparut si vite que je pensais l'avoir imaginé. Comme Dubois International? Vous connaissez l'entreprise? Qui ne la connaît pas? Son sourire ne vacilla pas, mais quelque chose dans sa voix devint plus tendu. Votre père est une légende dans les cercles d'affaires. Ou devrais-je dire, un requin légendaire? Il y avait une pointe d'amertume dans ses derniers mots, mais avant que je puisse la questionner, elle se retourna vers son chevalet. Bon, je suppose que je devrais nettoyer ce désastre avant qu'il ne sèche complètement. S'il vous plaît, laissez-moi au moins vous offrir un café de remplacement. Ou un verre de vin. C'est le minimum après avoir ruiné votre journée de travail. Elle me regarda par-dessus son épaule, ses yeux évaluants. Je pouvais presque voir les engrenages tourner dans sa tête, pesant quelque chose que je ne comprenais pas. Un verre de vin avec Juliette Dubois? Ma mère serait horrifiée. Les artistes de rue ne boivent pas avec les aristocrates françaises. Je ne suis pas une aristocrate. Non? Elle rangea ses pinceaux dans une vieille boîte en métal. Alors qu'est-ce que vous êtes? La question me prit au dépourvu. Qu'étais-je vraiment? Une directrice exécutive? La fille de mon père? Une femme seule qui collectionnait du jazz vintage dans un appartement secret? Je ne sais pas, admis-je. Et l'honnêteté de ces mots me surprit moi-même. Clara sourit alors, un sourire différent de ses rires précédents, plus doux, plus chaleureux, comme si elle venait de voir quelque chose en moi que personne d'autre n'avait remarqué. D'accord, Juliette qui ne sait pas ce qu'elle est. Un verre de vin, mais pas dans un de vos restaurants chics du 8e arrondissement. Je connais un petit bistrot à Belleville où le vin coûte 3 € le verre et où personne ne porte de Chanel. Si vous appréciez cette histoire, pensez à liker et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à continuer à créer des histoires qui touchent le cœur. J'aurais dû refuser. J'avais une réputation à maintenir, une image à protéger. Juliette Dubois ne traînait pas dans des bistrots miteux de Belleville avec des artistes de rue. Mais peut-être était-ce exactement pour cette raison que je me retrouvais à hocher la tête. Je vous suis. Le bistrot s'appelait Chez Malik, coincé entre une boucherie halal et un magasin de tissus africains dans une rue étroite de Belleville que je n'aurais jamais trouvé seule. Les murs étaient décorés de photos jaunies et de drapeaux de pays que je ne reconnaissais pas. L'odeur de couscous et de menthe fraîche remplissait l'air. Nous étions les seules femmes dans la salle et certainement les seules françaises. Clara me conduisit à une table bancale dans le coin, saluant le propriétaire. Malik, présumai-je, en arabe. Il répondit dans la même langue, ses yeux curieux se posant sur moi avec suspicion évidente. « Il demande si vous êtes de la police », traduisit Clara avec un sourire amusé. « Apparemment, vous avez l'air trop propre pour être ici pour de bonnes raisons. Dites-lui que je suis juste une femme qui a besoin d'un verre. » Elle traduisit, et Malik éclata de rire, apportant 2 verres de vin rouge qui sentaient comme s'il avait été fait dans une baignoire. Je pris une gorgée, c'était horrible, acide et probablement illégal. C'était le meilleur vin que j'avais jamais bu. « Alors » dit Clara en s'enfonçant dans sa chaise. Qu'est-ce qui amène vraiment Juliette Dubois à Trocadéro un mardi après-midi? Les PDG ne prennent généralement pas de pause spontanée pour regarder les artistes de rue. Comment savez-vous que je suis PDG? Google existe, vous savez? Elle sortit un téléphone Android égratigné de sa poche. Juliette Dubois, 34 ans, directrice exécutive de Dubois International, diplômée de Sciences Po et de Harvard Business School, célibataire, aucun scandale public. Vous êtes ennuyeuse sur papier. Ennuyeuse? Propre? Parfaite. Pas d'erreur, pas de faux pas, pas de vie. Elle but une longue gorgée de vin. Tout le monde fait des erreurs, Juliette. Sauf vous, apparemment. Peut-être que je cache bien mes erreurs. Ou peut-être que vous ne prenez jamais de risques. Ses yeux me défièrent. Quand avez-vous fait quelque chose de vraiment spontané pour la dernière fois? Quelque chose qui vous effrayait? Je pensais à mon appartement secret, à mes vinyles cachés, à mes larmes solitaires. Vous seriez surprise? Alors surprenez-moi. Et donc je lui parlais. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être le vin terrible, peut-être ses yeux qui semblaient voir à travers toutes mes défenses, peut-être simplement parce que j'étais fatiguée de porter des masques. Je lui parlais de ma mère qui ne me reconnaissait plus, de mon père qui m'avait transformée en quelque chose que je ne voulais pas être, de ma collection de jazz et de l'appartement où je pleurais seule. Clara m'écouta sans m'interrompre, ses doigts détraçant des motifs absents sur la table en bois égratignée. Quand je finis, elle resta silencieuse pendant un long moment.
Vous savez ce que je vois quand je vous regarde? Dit-elle finalement. Des couleurs. Des couleurs? J'ai une synesthésie. Je vois les émotions comme des couleurs. Elle tendit la main, traçant le contour de ma silhouette dans l'air sans me toucher. La plupart des gens à Paris sont gris ou beige, ennuyeux, prévisibles. Mais vous? Vous êtes un orage. Bleu électrique et violet profond, avec des éclairs d'or qui essaient de percer les nuages. Personne ne m'avait jamais décrite comme ça. C'est poétique? C'est triste, corrigea-t-elle. Toute cette beauté emprisonnée derrière des murs de glace. Elle se pencha en avant, ses yeux captant les miens. Laissez-moi vous peindre. Quoi? Un portrait. Pas pour de l'argent, pas pour une cliente. Juste vous et moi, dans mon studio à Montmartre. Je veux capturer ces orages que vous cachez. Mon téléphone vibra dans mon sac. Probablement Sophie qui paniquait. Ou mon père exigeant de savoir où j'étais. Je l'ignorais. D'accord. Le mot sortit avant que je puisse le reprendre, et dans les yeux de Clara, je vis quelque chose s'allumer. Quelque chose de dangereux et de merveilleux à la fois. Son studio était exactement ce à quoi je m'attendais, et rien de ce que j'aurais pu imaginer. Situé sous les toits de Montmartre, dans un immeuble qui semblait sur le point de s'effondrer, l'espace était un chaos organisé de toiles, de pots de peinture, de pinceaux trempant dans des bocaux remplis d'eau trouble. L'odeur de térébenthine et d'acrylique imprégnait chaque molécule d'air, si forte que... Mes yeux piquèrent immédiatement. « Bienvenue dans mon palais !» dit Clara avec un geste théâtral, déverrouillant la porte qui grinça de protestation. Ce n'est pas l'avenue Foch, mais au moins ici, je peux respirer. Les murs étaient couverts de peintures dans tous les styles imaginables. Des portraits réalistes côtoyaient des abstractions sauvages. Des paysages urbains sombres se mêlaient à des explosions de couleurs qui n'avaient aucun sens mais communiquaient tout. Chaque toile criait de vie, d'émotions brutes, de vérité que les artistes dans les galeries chics que je fréquentais avaient oubliées depuis longtemps. « Vous vivez ici ?» demandai-je, remarquant un matelas dans un coin, à moitié caché derrière un paravent décoré de tissu indien. Vivre, travailler, rêver, pleurer, tout se passe ici. Elle jeta son sac sur une chaise couverte de vêtements. Le loyer est ridicule. Le propriétaire ne parle que kabyle, et l'eau chaude est une suggestion plutôt qu'une garantie. Mais la lumière... Elle s'approcha de l'immense fenêtre mansardée qui dominait les toits de Paris. « Regarde cette lumière, Juliette. » Je la rejoignis, et mon souffle se coupa. Le soleil de fin d'après-midi transformait Paris en or liquide, les toits d'ardoise scintillant comme des joyaux, le Sacré-Cœur brillant blanc et éternel sur la colline. C'était la même ville que je voyais de mon penthouse stérile, mais complètement différente. Vivante, respirante, belle, d'une manière qui faisait mal au cœur. « C'est magnifique, » murmurai-je. « C'est réel. » Clara se tenait si près que je pouvais sentir la chaleur de son corps. Pas filtrée à travers des vitres à triple isolation et des systèmes de sécurité. Juste Paris, brute et honnête. Elle s'éloigna avant que je puisse répondre, se dirigeant vers un coin où un grand chevalet attendait, nu et prêt. « Assieds-toi là », ordonna-t-elle en indiquant un vieux fauteuil en velours vert défraîchi près de la fenêtre. « Et défais tes cheveux. »« Pardon ? Ton chignon. Défais-le. » Ses yeux me défièrent. « Tu as accepté que je te peigne, Juliette. Ça signifie que tu me fais confiance pour voir la vraie toi, pas la PDG glaciale avec son armure de haute couture. » Mes mains tremblèrent légèrement en retirant les épingles qui maintenaient ma coiffure en place. Mes cheveux tombèrent en cascade sur mes épaules, plus longs que ce que la plupart des gens savaient, atteignant presque ma taille. Clara fit un bruit appréciateur. « Mieux, maintenant le foulard. »« Clara, le foulard, Juliette, montre-moi ta lune. » Je dénouai lentement le Hermès de soie, exposant la marque de naissance en forme de croissant de lune qui ornait le côté gauche de mon cou. Ma mère m'avait toujours dit que c'était le baiser d'un ange, mais mon père l'appelait une imperfection qu'il fallait cacher. J'avais porté des foulards, des cols hauts, des coiffures stratégiques pour la dissimuler depuis mes 16 ans. Clara s'approcha, ses doigts effleurant délicatement la marque. Son toucher était doux, révérencieux, et quelque chose dans mon ventre se serra d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'embarras. « Parfait », chuchota-t-elle. « Tu es parfaite exactement comme ça. » Personne ne m'avait jamais dit ça. Personne ne m'avait jamais regardée comme elle me regardait maintenant, comme si j'étais une œuvre d'art plutôt qu'un bilan financier. Elle retourna à son chevalet, commençant à mélanger des couleurs sur une palette couverte de couches anciennes. « Parle-moi, » dit-elle sans lever les yeux. « Pas de ton travail, pas de tes responsabilités. Parle-moi de ce qui te fait sentir vivante. » C'était une question à laquelle je n'avais jamais vraiment réfléchi. Qu'est-ce qui me faisait sentir vivante? Les négociations? Non. Elles me faisaient sentir puissante, pas vivante. Les chiffres qui montaient sur les rapports trimestriels? Non. Ils me faisaient sentir accomplie, pas vivante. La musique, dis-je finalement. Le jazz. Billie Holiday chantant Strange Fruit ou Ella Fitzgerald dans Summertime. Ces moments où la voix d'une femme peut contenir toute la douleur du monde et la transformer en quelque chose de beau.
Les mains de Clara se figèrent sur la toile. Tu écoutes Billie Holiday? J'ai tous ses albums originaux, sur vinyle. Je me surpris moi-même en continuant. Dans mon appartement secret à Montmartre, celui dont personne ne connaît l'existence. Parfois, je bois du whisky et je pleure en écoutant Good Morning Heartache, et c'est le seul moment où je me sens réelle. Un appartement secret à Montmartre? Clara sourit, recommençant à peindre. La PDG glaciale a un cœur après tout. Où exactement? Rue Norvins. Un petit studio au-dessus d'une pâtisserie. Je connais cette rue. Je passe devant chaque matin pour aller travailler. Elle me lança un regard curieux. Nous aurions pu nous croiser des centaines de fois sans le savoir. Peut-être que nous l'avons fait, dis-je doucement. Peut-être que l'univers essayait de nous présenter depuis longtemps. Tu crois au destin? Sa voix portait une note que je ne pouvais pas identifier. Espoir? Cynisme? Les deux? Je crois que certaines choses sont censées arriver, même si nous ne comprenons pas pourquoi. Je déplaçai légèrement ma position dans le fauteuil. Toi? Tu crois au destin? Elle resta silencieuse pendant un long moment, ses coups de pinceau devenant plus intenses, presque violents. Je crois que certaines personnes entrent dans nos vies pour des raisons spécifiques, parfois pour nous guérir, parfois pour nous briser, parfois pour les deux. Il y avait quelque chose de sombre dans ces mots, quelque chose qui ne correspondait pas à l'artiste lumineuse qui riait à Trocadéro. « Clara, est-ce que tu vas bien? Pourquoi ne serais-je pas bien? » Mais elle ne me regardait pas, gardant les yeux fixés sur sa toile. « Tu as l'air triste soudainement. » Triste? Peut-être que je vois trop de choses. Elle posa son pinceau, se frottant les yeux. Ma synesthésie, ce n'est pas juste des jolies couleurs, Juliette. Parfois, je vois les ombres que les gens portent. Les secrets, les mensonges, les douleurs cachées. Et toi? Elle me regarda enfin, ses yeux castagne-au-mêle brillant d'une émotion que je ne pouvais pas nommer. Tu portes beaucoup d'ombres. Tout le monde en porte, non? Pas comme les tiennes. Elle s'approcha de moi, s'agenouillant devant le fauteuil pour que nos visages soient au même niveau. Qui t'a fait si peur de ressentir, Juliette? Qui t'a appris que l'amour était une faiblesse? Mon père. La réponse était évidente, mais je ne pouvais pas la prononcer. À la place, je murmurais « Mon père dit que les émotions sont des outils de manipulation, que montrer de la vulnérabilité, c'est inviter les gens à exploiter vos faiblesses. Ton père est un connard. » Les mots étaient prononcés avec une telle conviction que je ris malgré moi. Désolée, mais c'est vrai. Les émotions ne sont pas des faiblesses, Juliette. Elles sont ce qui nous rend humains. Facile à dire pour toi. Tu vis de ton art, de ta passion. Moi, je dois diriger une entreprise de plusieurs milliards d'euros. Je ne peux pas me permettre d'être humaine. Quelle vie triste tu as choisie. Elle tendit la main, touchant doucement ma joue. Son pouce traça une ligne sous mon œil. Tu pleures, tu sais. Une petite larme. Je ne l'avais même pas remarqué. Je portais ma main à mon visage, sentant l'humidité. Quand avais-je commencé à pleurer? Je ne pleure pas. Bien sûr que non, les requins ne pleurent pas. Mais sa voix était douce, sans moquerie. Juliette, puis-je te demander quelque chose de très personnel? Plus personnel que de me demander de défaire mes cheveux et d'exposer mes cicatrices? Oui. Elle prit une profonde inspiration. Quand as-tu été touchée pour la dernière fois? Pas sexuellement. Je veux dire vraiment touchée, tenue, réconfortée. La question me frappa comme un coup physique. Quand? Philippe, il y a 1 an, m'avait embrassée froidement avant de partir. Avant lui? Je ne me souvenais pas. Les étreintes de ma mère avant l'Alzheimer? C'était il y a 5 ans. Je ne sais pas, avouai-je, ma voix se brisant. Clara se leva, tendant les mains. Viens ici. Quoi? Lève-toi et viens ici. J'ai besoin de te tenir. C'était une demande absurde, inappropriée, dangereuse. Clara Moreau était une inconnue, une artiste de rue que j'avais rencontrée il y a quelques heures à peine. Mais quelque chose dans ses yeux, une compassion si profonde qu'elle faisait mal à regarder, me fit me lever du fauteuil. Elle m'enveloppa dans ses bras, me tirant contre sa poitrine. Elle sentait la peinture et la térébenthine, le vin bon marché et quelque chose de fleuri que je ne pouvais pas identifier. Ses bras étaient fermes autour de moi, me tenant comme si j'étais précieuse, comme si j'étais quelque chose qui valait la peine d'être protégée. Et je me brisais. Tous les murs que j'avais construits au cours de 34 années de vie s'effondrèrent en un instant. Je pleurais contre l'épaule de Clara, des sanglots déchirants qui venaient d'un endroit si profond en moi que je ne savais même pas qu'il existait. Je pleurais pour ma mère qui ne me reconnaissait plus, pour mon père qui m'avait transformée en monstre, pour toutes les années que j'avais perdues à prétendre être quelqu'un que je n'étais pas. Clara ne dit rien. Elle me tint simplement, une main caressant mes cheveux, l'autre dessinant des cercles apaisants sur mon dos. Elle fredonnait doucement, une mélodie que je ne reconnaissais pas, probablement quelque chose de son enfance algérienne. Je ne sais pas combien de temps nous restâmes comme ça. Des minutes? Des heures? Le temps perdait tout son sens dans ce studio sous les toits, avec Paris s'assombrissant dehors et cette femme étrange me tenant comme si j'étais la chose la plus importante au monde. Finalement, mes sanglots se calmèrent en hoquets occasionnels. Je me reculais, gênée.
essuyant mon visage avec mes mains. Mon maquillage devait être ruiné, mon mascara probablement étalé sur mes joues comme un raton laveur. Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. L'humanité t'a pris. Clara sourit, essuyant une dernière larme de ma joue. C'est beau à voir. Tu devrais le faire plus souvent. Avoir des crises de nerfs sur des étrangères? Laisser tomber tes masques. Être vrai. Elle retourna à son chevalet, reprenant son pinceau. Maintenant, je peux vraiment te peindre. Maintenant, je vois les couleurs authentiques. Elle travailla en silence pendant ce qui sembla être une éternité, ses mains se déplaçant avec une assurance qui parlait d'années de pratique. Je restais dans le fauteuil, épuisée émotionnellement mais étrangement en paix. Mon téléphone vibrait constamment dans mon sac. 27 appels manqués de Sophie, 12 de mon père, 5 de divers collègues. Je les ignorais tous. « C'est fini », annonça finalement Clara, posant son pinceau. « Tu veux voir ?» Je me levai, mes jambes engourdies après être restée assise si longtemps. Je m'approchai du chevalet, et ce que je vis me coupa le souffle. Ce n'était pas un portrait traditionnel. Clara m'avait peinte comme un orage, exactement comme elle l'avait décrit, des tourbillons de bleu électrique et de violet profond, représentant mon torse et mes épaules, des éclairs d'or traversant les nuages sombres là où mes yeux devraient être. Ma marque de naissance en forme de lune brillait argentée sur mon cou, comme si elle était la seule source de lumière dans la tempête. Mais le plus frappant était l'expression qu'elle avait capturée. Une vulnérabilité brute qui me faisait paraître à la fois brisée et incroyablement forte. « Je ressemble à ça ?» murmurai-je. « C'est ce que je vois quand je te regarde. » Clara se tenait à côté de moi, nos épaules se touchant. Une tempête magnifique qui ne demande qu'à éclater. Je me tournai vers elle, nos visages soudainement très proches. Je pouvais voir des taches d'or dans ses yeux castagne au mêle, une petite cicatrice sur sa lèvre supérieure qui donnait à sa bouche un caractère asymétrique charmant. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine qu'elle pouvait l'entendre. « Clara !» commençai-je, sans savoir comment finir la phrase. « Oui ?» Sa voix était à peine un murmure. « Je ne sais pas ce que je fais. Alors arrête de penser. » Les mêmes mots qu'elle prononcerait 3 semaines plus tard dans mon appartement secret. Mais ici, maintenant, ils portaient une signification différente. Une invitation plutôt qu'un commandement. Je ne sais pas qui ferma la distance en premier. Peut-être que nous nous sommes rencontrés à mi-chemin. Tout ce que je sais, c'est que ses lèvres touchèrent à les miennes, douces et hésitantes, un baiser qui posait une question plutôt que d'affirmer une réponse. Et je répondis. Le baiser s'approfondit, devenant plus urgent, plus désespéré. Mes mains trouvèrent ses cheveux bouclés, les tirant doucement pendant que ses mains agrippèrent ma taille, froissant mon tailleur Chanel d'une manière qui aurait horrifié ma couturière. Nous trébuchâmes en arrière, heurtant le chevalet qui bascula dangereusement, mais aucune de nous ne s'arrêta pour le rattraper. Clara me poussa contre le mur couvert de toile, son corps pressé contre le mien, et pour la première fois de ma vie, je me sentis complètement, absolument vivante. Pas puissante, pas accomplie, vivante. Chaque terminaison nerveuse de mon corps hurlait, chaque respiration semblait plus riche, chaque battement de cœur résonnait comme un tambour de guerre. « Juliette !» gémit-elle contre mes lèvres. « Nous devrions peut-être ralentir. » Non. Le mot sortit plus férocement que je ne l'avais prévu. Je ne veux pas ralentir. Je ne veux pas penser. Je veux juste sentir. Elle se recula juste assez pour me regarder dans les yeux, cherchant quelque chose. Quoi qu'elle vît, cela dut la satisfaire, car elle sourit, ce sourire dangereux et merveilleux que j'avais vu au bistrot. « D'accord, chérie ? Sentons. » Elle m'embrassa de nouveau, plus profondément cette fois, ses mains glissant sous ma veste, trouvant la peau chaude en dessous. Je frissonnais à son toucher, à l'audace de celui-ci, à la façon dont elle me touchait comme si elle avait le droit de le faire. Nous finîmes sur son matelas défraîchi, nos vêtements formant un chemin désorganisé à travers le studio. Je ne pensais à rien, pas à mon père, pas à l'entreprise, pas aux conséquences. Il n'y avait que Clara, son corps contre le mien, ses mains explorant chaque centimètre de ma peau comme si elle me cartographiait pour une future peinture. « Tu es tellement belle !» murmura-t-elle, embrassant la courbe de mon cou, s'attardant sur ma marque de naissance. « Comment as-tu caché toute cette beauté derrière des tailleurs et des chignons? Personne ne m'avait jamais dit que j'étais belle. Élégante, professionnelle, impressionnante, mais jamais belle. » Alors ils étaient tous aveugles. Elle traça un chemin de baisers le long de ma clavicule, et je me cambrai sous son attention, perdue dans des sensations que je n'avais jamais connues auparavant. Plus tard, beaucoup plus tard, nous étions allongés emmêlés dans ses draps, regardant les étoiles à travers la fenêtre mansardée. Paris scintillait dehors, indifférent aux révolutions silencieuses qui se produisaient dans les petits studios sous les toits. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» demandai-je, ma voix rauque. « Je pense, » dit Clara lentement, traçant des motifs paresseux sur mon bras nu, que 2 personnes qui avaient besoin de se trouver l'ont finalement fait. Nous nous connaissons depuis 6 heures. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. Elle se tourna pour me faire face.
son expression soudainement sérieuse. « Juliette, je dois te dire quelque chose. » Mon cœur se serra. C'était là que venait le rejet, la réalité s'imposant sur ce moment parfait. « Quoi? Ton nom? Dubois. Je l'ai reconnu cet après-midi, mais je ne savais pas comment réagir. » Elle prit une profonde inspiration. « Il y a 20 ans, ton père a ruiné financièrement mon père. Mon vrai père. Pas l'homme qui a élevé ma mère après. Jean-Michel Moreau. Il possédait une petite entreprise de textile à Lyon. Henri Dubois l'a écrasé, a pris tout ce qu'il possédait et 6 mois plus tard, mon père s'est suicidé. Le monde s'arrêta de tourner. Quoi? J'avais 8 ans. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Je me souviens du jour où ma mère est rentrée de l'hôpital, comment elle m'a tenue et m'a dit que papa était parti au ciel. J'ai su plus tard la vérité, qu'il s'était pendu dans son entrepôt vide parce qu'Henri Dubois avait détruit sa vie. Je me sentais malade. Mon père avait fait ça. Bien sûr qu'il l'avait fait. Il avait écrasé des dizaines d'entreprises au fil des ans, ne montrant aucune pitié, aucun remords. Clara, je ne savais pas. Comment aurais-tu pu savoir? Tu avais 14 ans. Et de toute façon, elle s'essuya les yeux. La vengeance n'était pas censée ressembler à ça. La vengeance? Mon cœur se glaça. Tu es venu à Paris pour te venger de ma famille? Je suis venue à Paris pour devenir artiste. Mais oui, une partie de moi voulait trouver les Dubois, comprendre comment des gens pouvaient détruire des vies sans remords. Elle me regarda, ses yeux remplis d'une douleur qui reflétait la mienne. Mais je ne m'attendais pas à ce que la fille du monstre soit toi. Je ne m'attendais pas à tomber amoureuse. Amoureuse? Le mot sortit comme un choc. Clara, nous venons de nous rencontrer. Et pourtant, je t'aime. Elle dit les mots simplement, sans fioriture. Je vois tes couleurs, Juliette. Je vois qui tu es vraiment sous l'armure. Et cette personne? Elle vaut la peine d'être aimée, même si son nom est Dubois. Je devrais partir. Je devrais m'habiller, quitter ce studio, bloquer son numéro et prétendre que cette journée n'était jamais arrivée. Mais au lieu de cela, je l'embrassai, doucement, tendrement, versant toutes les émotions que je ne pouvais pas exprimer avec des mots dans ce seul geste. « Je ne sais pas comment aimer », murmurai-je contre ses lèvres. « Mon père m'a appris que l'amour était une faiblesse. Alors je t'apprendrai. » Elle m'attira plus près, nos corps s'emboîtant comme des pièces de puzzle. « Si tu me laisses. » Dehors, Paris continuait sa danse éternelle, indifférent à 2 femmes qui tenèrent le destin entre leurs mains, sans savoir si elles construisaient quelque chose de beau ou se préparaient pour une tragédie. Je rentrai chez moi à l'aube, mes cheveux encore défaits, mon tailleur froissé d'une manière qui racontait exactement ce qui s'était passé. Le portier de mon immeuble me regarda avec un mélange de surprise et de curiosité mal dissimulée, mais ne dit rien. Juliette Dubois rentrant avec l'apparence d'une femme qui avait passé la nuit ailleurs était apparemment un événement assez extraordinaire pour mériter le silence. Mon appartement me sembla encore plus froid et stérile qu'avant. Les meubles design, les œuvres d'art sans âme, tout me criait l'échec de la vie que j'avais construite. Je pris une douche brûlante, essayant de mettre de l'ordre dans mes pensées, mais tout ce que je pouvais sentir, c'était les mains de Clara sur ma peau, son rire dans mes oreilles, ses mots résonnant dans mon esprit. « Je t'aime. » Comment pouvait-elle m'aimer? Nous étions des ennemis par le sang, liés par une tragédie que je n'avais pas causée, mais dont je portais l'héritage. Mon père avait détruit le sien. Cette vérité aurait dû être une barrière insurmontable, et pourtant, tout ce que je voulais, c'était retourner dans ce studio sous les toits et me perdre dans ses bras encore une fois. Mon téléphone explosa de notifications dès que je le rallumai. Sophie avait laissé 7 messages vocaux, chacun plus paniqué que le précédent. Mon père avait envoyé un texto sec. « Mon bureau. 8 heures. Ne sois pas en retard. » Il était 7h30. J'enfilai un nouveau tailleur, refis mon chignon, replaçai mon masque de PDG glacial. Mais dans le miroir, je voyais quelque chose de différent. Mes yeux avaient une lueur qu'ils n'avaient jamais eue auparavant, et ma marque de naissance semblait briller comme si Clara y avait laissé une partie de sa magie. Le bureau de mon père occupait tout le dernier étage de la tour du Bois International. Contrairement à mon espace minimaliste, le sien était décoré de manière ostentatoire. Boiseries sombres, bibliothèque remplie de livres qu'il n'avait jamais lus, bureau massif en acajou qui datait apparemment de Napoléon. Les murs étaient couverts de photographies le montrant avec des présidents, des premiers, ministres, des PDG de Fortune 500. Un sanctuaire dédié à son ego. Henri Dubois avait 68 ans, mais paraissait 10 ans de moins, grâce à un régime strict, des entraîneurs personnels et probablement quelques chirurgies discrètes. Ses cheveux gris acier étaient parfaitement coiffés, son costume Savile Row impeccable, ses yeux bleus glace identiques aux miens, mais dépourvus de toute chaleur humaine. « Assieds-toi », ordonna-t-il sans lever les yeux des documents sur son bureau. J'obéis, croisant les jambes de manière élégante, gardant mon visage neutre. C'était un jeu que nous jouions depuis mon enfance. Qui pouvait rester le plus impassible, le plus froid, le plus en contrôle.
Tu as manqué 4 réunions importantes hier, dit-il finalement, levant les yeux pour me percer de son regard. Sophie m'a dit que tu as simplement disparu dans l'après-midi. Pas de réponse à tes appels, pas d'explication. J'avais besoin d'air. D'air? Il ricana. Tu as 34 ans, Juliette, pas 16. Tu es directrice exécutive d'une entreprise de plusieurs milliards d'euros. Tu n'as pas le luxe d'avoir besoin d'air. Peut-être que c'est précisément le problème. Les mots sortirent avant que je puisse les arrêter, alimentés par quelque chose que Clara avait réveillé en moi. Peut-être que j'ai construit une vie qui ne me laisse aucune place pour respirer. Mon père se figea, ses yeux se rétrécissant dangereusement. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as rencontré quelqu'un? Et si c'était le cas? Alors je te rappellerai que les relations personnelles sont des distractions. Je t'ai élevée pour être plus forte que ça, plus intelligente que ça. Il se leva, contournant son bureau pour se tenir devant moi. Ta mère était faible. Elle laissait ses émotions la contrôler et regarde où ça l'a menée, dans une résidence médicalisée, ne se souvenant même plus de son propre nom. Maman a l'Alzheimer. Ce n'est pas une punition divine pour avoir eu des émotions. Non? Son sourire était cruel. Elle s'est consumée d'inquiétude pendant des années. Inquiétude pour toi, pour moi, pour tous les péchés imaginaires que sa conscience catholique inventait. Le stress affaiblit l'esprit, Juliette. C'est scientifiquement prouvé. Je voulais le gifler. Je voulais crier que sa cruauté, son absence d'empathie, avait probablement contribué plus à la maladie de ma mère que n'importe quelle inquiétude. Mais à la place, je restais assise, parfaitement composée. Je retournerai au travail aujourd'hui. Les réunions manquées seront reprogrammées. Bien. Il retourna à son bureau, me licenciant déjà de son esprit. Et Juliette, quelle que soit cette distraction que tu as trouvée, termine-la. Maintenant. Je quittai son bureau sans répondre, mes mains tremblant de rage contenue. Dans l'ascenseur, je sortis mon téléphone et trouvai le numéro que Clara avait insisté pour que j'enregistre la nuit dernière. Mes doigts planèrent au-dessus de l'écran. Mon père avait raison. Clara était une distraction, une complication que je ne pouvais pas me permettre. Mais ensuite, je me souvins de ses mains me tenant pendant que je pleurais, de la façon dont elle m'avait regardée comme si j'étais précieuse, de ces mots « Je t'aime ». Je composais le message « Dîner ce soir ? Mon appartement secret ? J'ai du vin meilleur que chez Malik ». Sa réponse arriva en quelques secondes. « J'apporte la peinture. Je veux décorer tes murs blancs stériles. » Malgré tout, la colère, la confusion, la peur, je souris. Le dimanche suivant, je me rendis comme toujours à la résidence médicalisée pour voir ma mère. Le bâtiment était situé dans un quartier tranquille de Neuilly, entouré de jardins soigneusement entretenus, qui sentaient toujours la lavande et le romarin. L'endroit coûtait une fortune, seulement le meilleur pour la famille Dubois, mais aucune somme d'argent ne pouvait acheter ce qui avait été perdu. Élisabeth Dubois était assise dans son fauteuil habituel près de la fenêtre de sa chambre, regardant dehors sans vraiment voir. Elle avait été une fois une belle femme, grande, élégante, avec les mêmes cheveux blonds que moi et un sourire qui illuminait les pièces. Maintenant, à 64 ans, elle ressemblait à une poupée de porcelaine fragile, ses cheveux blancs fins comme de la soie d'araignée, son corps émacié flottant dans une robe de chambre en cachemire. « Bonjour, maman », dis-je doucement, m'asseyant dans la chaise à côté d'elle et prenant sa main fine. Elle se tourna vers moi, ses yeux bleus, une fois si vifs, maintenant troubles et confus. « Marie? Est-ce que c'est toi, Marie? » Marie était sa sœur, décédée depuis 15 ans. « Non, maman, c'est Juliette, ta fille. »« Juliette. » Elle répéta le nom comme si elle goûtait un vin inconnu. « J'ai une fille nommée Juliette. Elle est très importante. Travaille dans un grand bâtiment. Oui, c'est moi. » J'avalais la boule dans ma gorge. Ces moments où elle se souvenait de bribes de ma vie étaient à la fois un cadeau et une torture. « Tu as l'air différente. » Ses doigts touchèrent ma joue avec une douceur surprenante, plus lumineuse. « Tu es amoureuse? » La question me choqua. Même dans son état confus, ma mère pouvait voir ce que je cachais à tout le monde. Je ne sais pas, maman. L'amour est une belle chose. Son sourire était lointain, perdu dans des souvenirs que je ne pouvais pas atteindre. J'ai aimé quelqu'un une fois, avant Henri, un garçon doux qui écrivait de la poésie et me cueillait des fleurs sauvages. Mais papa a dit non, que je devais épouser quelqu'un de bien, quelqu'un avec de l'argent. Elle ne m'avait jamais dit ça auparavant. Que lui est-il arrivé? Au garçon? Il est parti, et j'ai épousé Henri. Ses yeux se remplirent de larmes. J'ai fait ce que papa voulait, et j'ai été malheureuse pendant 42 ans. Ne fais pas la même erreur, Marie. N'épouse pas l'argent. Épouse l'amour. Je suis Juliette, maman, pas Marie. Juliette. Elle hocha la tête lentement. Ma petite fille, si intelligente, si forte, mais ton père t'a transformée en quelque chose de froid. Je le vois dans tes yeux, la même glace qu'il a dans les siens. Maman, s'il te plaît. Il y avait une petite fille, tu sais. Sa voix devint soudainement plus claire, comme si un voile s'était levé brièvement. La fille de Jean-Michel. Elle venait avec son père à notre maison une fois, pour une fête de Noël que j'ai organisée.
Elle avait apporté des fleurs, des marguerites qu'elle avait cueillies elle-même, si douces, avec de grands yeux tristes. Mon cœur s'arrêta. Jean-Michel? Jean-Michel Moreau? Oui, c'est ça. Henri a détruit cet homme. Les larmes coulaient librement maintenant sur ses joies parcheminées. Je l'ai supplié de ne pas le faire, de montrer de la miséricorde. Mais Henri a dit que les affaires étaient les affaires, qu'il n'y avait pas de place pour la pitié. Puis Jean-Michel s'est tué, et cette pauvre petite fille, elle sanglota. Cette pauvre petite fille des fleurs n'avait plus de père. Maman, tu te souviens de Clara? Clara Moreau? Clara, oui, Clara aux fleurs. Elle me regarda soudainement avec une lucidité terrifiante. Elle te trouvera, tu sais. Les enfants que nous blessons grandissent toujours et reviennent. C'est notre punition pour les péchés de nos pères. Puis le voile retomba, et elle redevint confuse, appelant l'infirmière « maman » et demandant pourquoi le dîner n'était pas encore prêt bien qu'il soit seulement 2 heures de l'après-midi. Je quittai la résidence dans un état de choc. Ma mère se souvenait de Clara. Elle avait connu la tragédie, l'avait vue se dérouler et n'avait rien pu faire pour l'arrêter. Combien d'autres secrets étaient enfermés dans son esprit fracturé? Combien de péchés de mon père connaissait-elle? Mon téléphone sonna. C'était Clara. « Hé, tu viens toujours ce soir? J'ai acheté du fromage chez ce petit fromagerie à Montmartre et je meurs d'envie de voir ce fameux appartement secret. Clara, nous devons parler. » Oh non! C'est jamais bon quand quelqu'un commence par « nous devons parler ». Sa voix essayait d'être légère, mais je pouvais entendre la tension en dessous. Tu vas me dire que c'était une erreur? Que la PDG ne peut pas sortir avec l'artiste de rue? Non. Enfin, oui. Nous devons avoir cette conversation. Mais pas par téléphone. Je pris une profonde respiration. Ma mère, elle se souvient de toi? De quand tu étais petite? Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Finalement, quoi? Viens ce soir, s'il te plaît. Il y a tellement de choses que nous devons nous dire. D'accord. Sa voix était petite, vulnérable d'une manière que je ne lui avais jamais entendue. 19 heures? 19 heures. Je passai le reste de l'après-midi à nettoyer l'appartement secret. Pas qu'il y ait grand-chose à nettoyer, mais cela me donnait quelque chose à faire avec mes mains nerveuses. J'ouvris une bouteille de Château Margaux 2010, un vin qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de Clara. J'allumai des bougies, je mis Billie Holiday sur la platine vintage, sa voix remplissant l'espace de mélancolie douce amère. Clara arriva exactement à 19 heures, portant une robe verte émeraude qui faisait ressortir les reflets d'or dans ses cheveux. Elle tenait un sac rempli de fromage, de pain frais et, fidèle à sa parole, plusieurs tubes de peinture. « Alors c'est ici que la PDG glaciale vient se dégeler », dit-elle en entrant, ses yeux parcourant l'espace. « C'est pas ce à quoi je m'attendais. Qu'attendais-tu? Je ne sais pas. Plus de blanc stérile? Mais c'est... » Elle toucha le vieux canapé en velours, examina les vinyles soigneusement rangés, s'arrêta devant la seule photographie accrochée au mur, moi à 8 ans avec ma mère, toutes deux souriantes dans un moment qui semblait appartenir à une autre vie. C'est humain, c'est réel. C'est le seul endroit où je peux être réel. Je versai du vin dans 2 verres. Clara, à propos de ma mère, attends. Elle posa son sac, venant se tenir devant moi. Avant que nous parlions de choses lourdes, laisse-moi juste te regarder. Tu es tellement belle dans cette lumière de bougie. Clara? Non, écoute-moi. Elle prit mon visage entre ses mains. Peu importe ce que ta mère a dit, peu importe quels secrets vont sortir, je veux que tu saches quelque chose. Je suis venue à Paris avec de la colère dans mon cœur. Je voulais comprendre, peut-être même me venger. Mais toi? Elle m'embrassa doucement. Toi, tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et je ne laisserai pas le passé détruire ça. Le passé nous définit. Non, sa voix était féroce. Le passé nous informe, mais nous choisissons qui nous devenons. Ton père a détruit mon père, c'est vrai. Mais toi, tu n'es pas ton père, Juliette. Tu es lumière essayant de briser les ténèbres. Je voulais croire ces mots. Je voulais croire que l'amour pouvait transcender le sang et la tragédie. Mais alors que nous nous asseyions sur le canapé, buvant du vin et mangeant du fromage pendant que Billy chantait de cœur brisé, je ne pouvais m'empêcher de me demander, étions-nous en train de construire quelque chose de beau, ou nous préparions-nous pour une catastrophe? Ma mère se souvient de toi, petite, commençai-je. Elle a dit que tu es venue à notre maison pour une fête de Noël, que tu as apporté des marguerites. Clara resta silencieuse pendant un long moment, fixant son verre de vin. J'avais 7 ans. Mon père m'avait amenée parce qu'il pensait encore qu'Henri Dubois était son ami, son mentor. Je me souviens de ta mère. Elle était si gentille, si différente des autres femmes là-bas avec leurs robes chics et leurs airs hautains. Elle s'est agenouillée à mon niveau, a dit que mes fleurs étaient les plus belles qu'elle avait jamais vues. Elle t'appelait la fille aux fleurs. 1 an plus tard, mon père était mort et ma mère pleurait chaque nuit. Clara posa son verre, ses mains tremblantes. « Juliette, je dois te dire quelque chose. Quelque chose que je n'ai dit à personne. » Mon cœur se serra. « Quoi? J'ai des documents.
Des preuves que ton père n'a pas seulement écrasé l'entreprise de mon père légalement. Il a falsifié des contrats, soudoyé des officiels, peut-être même commis une fraude fiscale. J'ai passé 5 ans à les rassembler, à interviewer d'anciens employés, à suivre des pistes de papier. Ses yeux rencontrèrent les miens, remplis de tourments. J'avais prévu de les remettre aux autorités, de détruire Dubois International comme il a détruit mon père. Le monde sembla s'incliner sur son axe. Tu enquêtes sur mon père? J'enquêtais. Passé. Elle prit mes mains, les tenant fermement même quand j'essayais de les retirer. Mais ensuite, je t'ai rencontré. Et tout a changé. Je ne peux pas te faire ça, Juliette. Je ne peux pas détruire ta vie pour venger la mort de mon père. Peut-être que tu le devrais. Les mots sortirent calmement, avec plus de certitude que je n'aurais cru possible. Si mon père a commis des crimes, il devrait payer. L'argent et le pouvoir ne devraient pas le mettre au-dessus de la loi. Tu ne sais pas ce que tu dis. Si ces documents sortent, Dubois International s'effondrera. Des milliers de personnes perdront leurs emplois. Ton père ira en prison. Et toi? Elle toucha ma joue. Toi, tu perdras tout. Peut-être que je dois tout perdre pour enfin trouver ce qui compte vraiment. Je me levai, marchant vers la fenêtre pour regarder Paris scintiller dans la nuit. Tu m'as demandé une fois qui m'avait appris que l'amour était une faiblesse. C'était mon père. Il m'a appris que le pouvoir et l'argent étaient les seules choses qui comptaient, que la moralité était pour les faibles. Et tu le crois? Je l'ai cru. Je me retournai pour lui faire face. Pendant 34 ans, je l'ai cru. Mais ensuite, une artiste de rue a renversé du café sur ma vie parfaitement ordonnée et maintenant, je ris. Un son qui était à moitié sanglot. Maintenant, je ne sais plus ce que je crois. Clara me rejoignit à la fenêtre, m'enveloppant dans ses bras par derrière. Tu sais ce que je pense? Je pense que Juliette Dubois est en train de se réveiller. Et la femme qui émerge? Elle est magnifique. Nous restâmes comme ça pendant longtemps, regardant Paris, 2 femmes suspendues entre le passé et l'avenir, liées par une tragédie mais unies par quelque chose de plus fort. L'espoir, peut-être, que l'amour pouvait guérir même les blessures les plus profondes. Le téléphone de Clara sonna, brisant le moment. Elle regarda l'écran et grimaça. « C'est mon ami Karim. Je dois prendre ça. C'est probablement à propos du marché d'art de ce week-end. » Pendant qu'elle parlait en arabe rapide dans l'autre pièce, je remarquai son sac ouvert sur la table. À l'intérieur, je pouvais voir un coin de dossier étiqueté « Dubois, preuve ». Mon cœur battait alors que je réalisais à quel point nous étions proches du précipice. Clara avait le pouvoir de détruire ma famille, et elle choisissait de ne pas l'utiliser. Par amour, par moi. Mais était-ce juste? Mon père méritait-il de s'en sortir simplement parce que sa fille était tombée amoureuse de la fille de l'homme qui l'avait détruit? Je ne connaissais pas la réponse. Tout ce que je savais, c'est que ma vie, si soigneusement construite, si parfaitement contrôlée, s'effondrait autour de moi. Et étrangement, je n'avais jamais ressenti plus vivante. Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon de mensonges et de vérités cachées. Je vivais 2 vies parallèles. Le jour, j'étais Juliette Dubois, directrice exécutive impitoyable, qui négociait des contrats de millions d'euros et terrorisait les salles de conseil. La nuit, je devenais simplement Juliette, la femme qui se perdait dans les bras d'une artiste qui voyait ses couleurs. Nous nous retrouvions dans mon appartement secret presque chaque soir. Clara apportait des toiles et transformait lentement mes murs blancs en explosions de couleurs, des couchers de soleil sur mon martre, des portraits abstraits qui capturaient des émotions plutôt que des visages, des scènes de Paris que seuls les yeux d'une artiste pouvaient voir. L'espace devenait moins le mien et plus le nôtre, un sanctuaire partagé loin du monde qui voulait nous séparer. Mais les secrets ont une façon de pourrir de l'intérieur, et je pouvais sentir la décomposition commencer. Tout commença à s'effondrer un mardi matin quand Sophie entra dans mon bureau, son visage pâle et inquiet. « Madame Dubois, il y a quelqu'un ici pour vous voir. Une journaliste du Monde. Elle dit que c'est urgent et refuse de partir sans vous parler. » Mon sang se glaça. Quel est son nom? Nadia Kassem. Elle dit qu'elle enquête sur Dubois International pour un article. Nadia Kassem était une journaliste d'investigation réputée, connue pour avoir fait tomber plusieurs PDG corrompus et exposer des scandales d'entreprise. Si elle était ici, c'était mauvais signe. Fais-la entrer. Nadia était une femme d'une 40aine d'années, élégamment vêtue mais avec des yeux qui ne manquaient de rien. Elle s'assit en face de moi, posant un enregistreur sur mon bureau. « Merci de me recevoir, mademoiselle Dubois. Je sais que vous êtes occupée. Allez droit au but. Pourquoi êtes-vous ici? J'enquête sur certaines irrégularités concernant l'acquisition de Moreau Textile par votre père il y a 20 ans. » Elle sortit un dossier, l'ouvrant pour révéler des photocopies de documents qui me semblaient terriblement familiers. J'ai reçu des documents suggérant que Henri Dubois a utilisé des moyens illégaux pour forcer Jean-Michel Moreau à la faillite, falsification de contrats, corruption de fonctionnaires, fraude fiscale. Mon cœur tambourinait. D'où tenez-vous ces documents? Une source anonyme. Quelqu'un qui a un intérêt personnel dans cette affaire. Elle me regarda intensément. Connaissez-vous Clara Moreau, mademoiselle Dubois?
Le monde s'arrêta. Pourquoi me demandez-vous ça? Parce que Clara Moreau est la fille de Jean-Michel, et parce que mes sources me disent que vous avez été vu avec elle à plusieurs reprises ces dernières semaines. À Belleville, à Montmartre, entrant et sortant d'un appartement sur la rue Norvins. J'étais suivie. Nous étions suivis. Qui sont vos sources? Ça, je ne peux pas le révéler. Mais je peux vous dire ceci. Si ces documents sont authentiques, et mes experts préliminaires pensent qu'ils le sont, votre père ira en prison. Dubois International fera face à des amendes massives, peut-être même à la dissolution. Et vous, elle se pencha en avant, vous, en tant que directrice exécutive actuelle, pourriez être tenue responsable de la dissimulation de ces crimes si vous les connaissiez. Je ne savais rien de tout ça avant récemment. Récemment? Ses yeux s'illuminèrent comme ceux d'un requin sentant le sang. Donc vous admettez avoir connaissance de ces allégations? Je réalisais mon erreur trop tard. Cette conversation est terminée. Si vous voulez parler davantage, contactez nos avocats. Je publierai l'article la semaine prochaine, avec ou sans votre coopération. Elle ramassa son enregistreur. Mais je vous offre une chance de raconter votre version de l'histoire. La fille qui ne savait rien des crimes de son père, qui tombe amoureuse de la fille de sa victime, c'est une histoire humaine au milieu d'un scandale d'entreprise. Ça pourrait vous sauver. Sortez de mon bureau. Après son départ, je restais assise dans un silence assourdissant, mes mains tremblant si fort que je dus les presser contre le bureau pour les stabiliser. Clara avait donné les documents à une journaliste. Après tout ce qu'elle avait dit sur le choix de l'amour plutôt que de la vengeance, elle m'avait trahi. Non, quelque chose ne collait pas. Clara m'avait montré ce dossier dans son sac. Elle ne l'avait pas caché. Si elle avait voulu me trahir, pourquoi me révéler son existence? Mon téléphone sonna. C'était mon père. Mon bureau. Maintenant. Henri Dubois était déjà en mode crise quand j'arrivais. 3 avocats étaient assis autour de sa table de conférence, tous avec des visages graves. Mon père se tenait près de la fenêtre, regardant Paris comme un empereur contemplant un empire sur le point de s'effondrer. « Le Monde a contacté nos avocats ce matin, » dit-il sans préambule. « Ils ont des documents qui pourraient me détruire. Je sais. La journaliste est venue me voir. » Il se retourna brusquement. « Et qu'as-tu dit? » ?»« Rien. J'ai terminé l'entretien. » Intelligent. Il se détendit légèrement. « Mais nous avons un problème plus grand. Nos enquêteurs ont découvert que ces documents proviennent de Clara Moreau. Et nos enquêteurs ont également découvert, ses yeux se durcirent, que tu as une liaison avec elle. » Le silence dans la pièce était écrasant. Les avocats me regardaient avec un mélange de choc et de dégoût professionnel. Mon père me regardait avec quelque chose de pire, de la déception. « Papa, ce n'est pas... Ne mens pas. » Sa voix était glaciale. « J'ai des photos. Toi entrant dans son studio. Elle entrant dans ton appartement sur la rue Norvins. Un appartement dont tu ne m'as jamais parlé, soit, dit en passant. Vous vous embrassant dans les rues de Montmartre comme des adolescentes. Tu m'as fait suivre? Je protège mes intérêts. Ce qui, apparemment, inclut te protéger de ta propre stupidité. » Il s'approcha de moi, sa présence intimidante même maintenant. « Es-tu vraiment assez naïve pour croire qu'elle t'aimait? Elle t'utilisait, Juliette. Elle s'est rapprochée de toi pour obtenir des informations, pour gagner ta confiance, et maintenant elle te poignarde dans le dos. Non, mais ma voix manquait de conviction. Est-ce que c'était vrai? Tout cela avait-il été une manipulation élaborée? Réfléchis. Mon père compta sur ses doigts. Elle renverse accidentellement du café sur toi à Trocadéro. Elle t'invite dans son studio. Elle te séduit. Elle te montre exactement assez de documents pour te faire confiance, puis elle va voir une journaliste. C'est le jeu le plus vieux du monde et tu es tombée dedans comme une idiote romantique. Je ne te crois pas. Alors appelle-la. Maintenant. Demande-lui directement. Il poussa son téléphone vers moi. Prouve-moi que j'ai tort. Mes mains tremblaient en composant le numéro de Clara. Elle répondit à la 3e sonnerie, sa voix chaude et ensoleillée. « Hé, chérie, je pensais justement à toi. Tu viens ce soir? J'ai trouvé ce vinyle incroyable de Nina Simone dans un marché aux puces. As-tu donné tes documents sur mon père à Nadia Kassem du Monde? » Les mots sortirent plus durement que prévu. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Puis, « Quoi? Non! Juliette, de quoi tu parles? Une journaliste est venue me voir ce matin. Elle a des copies de tes documents. Elle dit qu'elle les a reçus d'une source anonyme avec un intérêt personnel dans l'affaire. Alors je te le demande encore. Était-ce toi? Je te jure, Juliette, ce n'était pas moi. Oui, j'ai ces documents, mais je ne les ai montrés à personne, je te l'ai promis. Alors comment cette journaliste les a-t-elle obtenus? Je ne sais pas. Sa voix devenait paniquée maintenant. Peut-être que quelqu'un d'autre enquêtait? Ou peut-être... Elle s'arrêta brusquement. Peut-être quoi? Mon ancien coloc, Karim, il savait que je collectais des informations sur Dubois. Je lui en ai parlé il y a des mois avant de te rencontrer. Peut-être qu'il a pensé qu'il m'aidait en contactant la presse. « Comme c'est commode !» dit mon père assez fort pour qu'elle l'entende. « Une histoire toute prête. C'est ton père? »
La voix de Clara devint dure. Écoute-moi bien, Juliette. Ton père est en train de manipuler la situation. C'est ce qu'il fait. Il manipule, il ment, il détruit les gens. Ne le laisse pas détruire nous. Il n'y a pas de nous si je ne peux pas te faire confiance. Tu me fais confiance. Je sais que tu le fais. Sinon, tu ne m'aurais jamais laissé entrer dans ta vie, dans ton sanctuaire secret, dans ton cœur. Elle respirait fort maintenant, des larmes dans sa voix. S'il te plaît, Juliette, retrouve-moi ce soir. Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi te prouver que je ne t'ai pas trahi. Mon père me regardait, ses yeux me défiant de choisir. D'un côté, la femme qui prétendait m'aimer, mais qui pourrait être en train de me manipuler. De l'autre, mon père, un homme que je savais être cruel, mais qui était au moins prévisible dans sa cruauté. Je ne peux pas. Les mots sortirent comme des éclats de verre. Je ne peux pas te voir ce soir. Je ne peux pas te voir du tout tant que tout ça ne sera pas résolu. Juliette, non, s'il te plaît. Je raccrochai avant qu'elle puisse finir, posant le téléphone avec des mains qui tremblaient incontrôlablement. Mon père hocha la tête avec approbation. Bien. Maintenant, voici ce que nous allons faire. Nos avocats vont attaquer en diffamation avant que le monde ne publie. Nous allons prétendre que ces documents sont des faux, fabriqués par une femme mentalement instable, obsédée par une vendetta contre notre famille. Et toi? Il me pointa du doigt. Tu vas rédiger une déclaration disant que Clara Moreau t'a approché sous de faux prétextes. A tenté de te séduire pour obtenir des informations et t'a manipulé émotionnellement. Je ne ferai pas ça. Tu le feras, ou tu perdras tout. Ton poste, ta réputation, peut-être même ta liberté si les procureurs décident que tu étais complice. Sa voix se radoucit légèrement, prenant un ton presque paternel. Juliette, je sais que tu penses que tu l'aimes, mais l'amour est une illusion que les gens faibles utilisent pour justifier de mauvaises décisions. Tu es plus forte que ça. Tu es une Dubois. Être une Dubois. Pendant 34 ans, j'avais porté ce nom comme un bouclier, une armure, une identité. Mais maintenant, il ressemblait à une chaîne, me liant à des crimes que je n'avais pas commis mais dont j'héritais par le sang. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu as 24 heures. Après ça, je prendrai les décisions pour toi. Il se retourna vers les avocats. Préparez les documents. Je veux que tout soit prêt demain matin. Je quittai son bureau dans un brouillard, mes pas me portant automatiquement vers l'ascenseur, puis vers la rue, puis vers le métro. Je ne me rendis compte où j'allais que lorsque je me retrouvais devant la résidence médicalisée de ma mère. Élisabeth était dans sa chambre, fredonnant une mélodie que je ne reconnaissais pas en regardant par la fenêtre. Quand elle me vit, son visage s'illumina. « Juliette, ma petite fille. » Pour une fois, elle me reconnaissait. « Bonjour, maman. Tu as l'air triste ?» Elle tapota le siège à côté d'elle. « Viens me raconter. Est-ce l'homme qui écrit de la poésie? Il t'a brisé le cœur? » « Non, maman, c'est compliqué. L'amour est toujours compliqué. » Elle prit ma main, ses doigts fragiles mais étonnamment fermes. « Je me souviens maintenant. Tu aimes la fibre aux fleurs. Clara, comment tu... » Je vois les choses parfois, dans mes bons jours. Ses yeux étaient clairs, lucides d'une manière qu'ils n'avaient pas été depuis des mois. Ton père essaie de t'éloigner d'elle. Il dit qu'elle m'a manipulée, que tout était un mensonge pour se venger. Et toi, qu'est-ce que ton cœur te dit? Mon cœur. Quand avais-je écouté mon cœur pour la dernière fois? Mon cœur dit qu'elle m'aime, mais mon esprit dit que mon père pourrait avoir raison. Ton père. Ma mère cracha presque le mot. Ton père a menti toute sa vie. Il m'a menti sur ses affaires, sur ses maîtresses, sur les gens qu'il a détruits pour construire son empire. Et la plus grande trahison? Des larmes coulaient sur ses joues. Il t'a menti sur ce que tu pouvais être. Il t'a dit que tu devais être comme lui pour survivre, mais la vérité est qu'il avait peur que tu sois meilleur que lui. Maman, écoute-moi, parce que je ne sais pas combien de temps je resterai lucide. Elle agrippa mes mains avec une force surprenante. Jean-Michel Moreau était un homme bon. Henri l'a détruit non pas pour des affaires, mais par pure jalousie. Jean-Michel avait quelque chose qu'Henri n'avait jamais eu, l'intégrité, l'amour, le respect de ses pairs. Alors Henri l'a écrasé comme un insecte. Tu as des preuves? J'ai un journal, caché dans une boîte à bijoux dans mon ancienne chambre, celle que ton père a transformée en bureau après qu'ils m'ont mise ici. J'y ai tout écrit, les conversations que j'ai entendues, les documents que j'ai vus, les larmes que j'ai pleurées pour toutes les familles qu'Henri a détruites. Elle toucha ma joue. Utilise-le. Libère-toi de l'héritage de ton père. Et surtout, choisis l'amour, choisis Clara. Mais si elle m'a vraiment trahi, alors tu auras le cœur brisé, et tu guériras, et tu auras vécu. Son sourire était triste mais sage. Mais si tu la laisses partir par peur, par loyauté envers un homme qui ne mérite pas ta loyauté, alors tu mourras lentement de l'intérieur comme je l'ai fait. Ne fais pas mes erreurs, ma chérie. Ne sacrifie pas ton bonheur pour le nom du bois. Le voile commença à retomber sur ses yeux, la lucidité se retirant comme une marée. « Maman, reste avec moi, la fille aux fleurs, » murmura-t-elle.
Elle porte la lumière. Suis la lumière, Juliette. Suis. Elle s'endormit, me laissant seule avec mes pensées tumultueuses et le poids de décisions impossibles. Cette nuit-là, je me rendis à l'appartement de mon père, la maison où j'avais grandi, un hôtel particulier dans le 16e arrondissement avec ses plafonds hauts et ses meubles antiques. Je savais qu'il serait à un dîner d'affaires jusqu'à minuit. J'avais des heures pour chercher. Le bureau qui avait été la chambre de ma mère était exactement comme elle l'avait décrit, transformé en un espace masculin avec un grand bureau, des étagères remplies de trophées d'affaires et aucune trace de la femme douce qui avait autrefois dormi ici. Mais dans le placard, caché derrière des boîtes de vieux dossiers, je trouvais ce que je cherchais. Une boîte à bijoux en bois de rose que je me souvenais de mon enfance. À l'intérieur se trouvait le journal de ma mère, relié de cuir usé et rempli de son écriture élégante. Je m'assis par terre et commençai à lire. Ce que je découvris me rendit physiquement malade. Ma mère avait tout documenté. Les pots de vin, les menaces, les contrats falsifiés. Mais plus que ça, elle avait documenté la descente de mon père dans une cruauté de plus en plus profonde, sa transformation d'un homme d'affaires ambitieux en un monstre sans conscience. Et il y avait des passages sur moi, sur comment Henri m'avait délibérément isolé des autres enfants, m'avait entraîné à voir l'empathie comme une faiblesse, m'avait transformée en arme plutôt qu'en fille. Ma mère avait essayé d'intervenir, encore et encore, mais il l'avait intimidée jusqu'au silence. La dernière entrée datait du jour avant qu'elle ne soit placée en résidence médicalisée. Je perds mon esprit, mais peut-être est-ce une miséricorde. Au moins, je n'aurai plus à regarder ce que Henri a fait de notre fille. J'espère qu'un jour, Juliette trouvera la force que je n'ai jamais eue. J'espère qu'elle choisira l'amour. Je pris le journal et sortis de la maison, sachant que j'avais franchi un point de non-retour. J'avais maintenant les preuves qui pourraient détruire mon père. La question était, avais-je le courage de les utiliser? Mon téléphone vibra avec un message de Clara. « Je ne sais pas si tu liras ça, mais je veux que tu saches. J'ai trouvé qui a donné les documents à la journaliste. C'était Karim, comme je le pensais. Il pensait qu'il me protégeait de toi, qu'il m'empêchait de sacrifier ma vengeance pour l'amour. J'ai coupé les ponts avec lui. Tu es plus importante que la vengeance, Juliette. Tu as toujours été plus importante. » Un deuxième message suivit. Ton père a fait diffuser une déclaration aux médias ce soir, disant que je suis mentalement instable et que j'ai essayé de te manipuler. Mes sponsors d'art ont annulé mes contrats. Mon propriétaire veut que je quitte le studio. Mais je m'en fiche. Tout ce qui compte, c'est que tu saches la vérité. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Depuis le moment où j'ai vu les orage dans tes yeux. Un troisième. Je pars pour Lyon demain. Ma mère est malade et a besoin de moi. Si tu veux me voir, je serai au studio ce soir pour emballer mes affaires. Sinon, je comprendrai. Mais sache que tu as changé ma vie, Juliette Dubois. Tu m'as montré que l'amour peut exister même dans les endroits les plus sombres. Je regardais l'horloge. 23 heures. J'avais 1 heure pour décider. Rester dans le monde que mon père avait construit pour moi, ou sauter dans l'inconnu avec une femme qui avait toutes les raisons de me haïr, mais qui avait choisi de m'aimer à la place. Le journal de ma mère était lourd dans mes mains, rempli de secrets qui pourraient détruire un empire. Les messages de Clara brûlaient sur l'écran de mon téléphone, remplis d'un amour qui avait le pouvoir de me transformer ou de me briser complètement. Je pensais à cette première rencontre à Trocadéro, au café renversé qui avait changé le cours de ma vie. Comment Clara avait ri face au désastre, trouvant la beauté dans le chaos. Comment elle avait vu mes couleurs quand tout le monde d'autre ne voyait qu'une façade glaciale. Ma décision était prise. Je courus. À travers les rues de Paris, mes talons loup-boutin claquant sur les pavés, le journal de ma mère serré contre ma poitrine comme un talisman. Les passants me regardaient. Une femme en tailleur Chanel courant comme si sa vie en dépendait. Des larmes coulant sur ses joues soigneusement maquillées. Mais je m'en fichais. Pour la première fois de ma vie, je m'en fichais complètement de ce que les gens pensaient. J'arrivais au studio de Clara à minuit moins le quart, essoufflée et tremblante. La porte était entr'ouverte, et je pouvais voir la lumière vacillante de bougies à l'intérieur. Mon cœur se serra. Elle était encore là. Elle m'avait attendu. Je montais les escaliers 4 à 4, mes poumons brûlants, et poussais la porte. Le studio était à moitié vide. Les toiles étaient empilées dans des boîtes en carton, les pinceaux enveloppés dans du papier journal, la vie qu'elle avait construite ici démantelée en morceaux transportables. Clara était assise par terre au milieu du chaos, entourée de bougies, tenant la toile qu'elle avait peinte de moi, l'orage de bleus électriques et de violets profonds, les éclairs d'or perçant les ténèbres. Elle leva les yeux quand je fis irruption, et l'expression sur son visage, espoir mêlé de peur, d'amour mêlé de douleur, me brisa complètement. Juliette. Mon nom sortit comme une prière. Je suis désolée. Les mots se bousculaient hors de moi, trop rapides, trop désespérés. Je suis tellement désolée de ne pas t'avoir cru, de t'avoir laissé affronter ça seule, d'avoir écouté mon père au lieu de mon cœur. Elle se leva, la toile glissant de ses mains.
Tu es venu. J'ai toujours su que je viendrais. J'avais juste peur. Je traversais la pièce, fermant la distance entre nous. Peur que tu m'aies menti. Peur que ce soit trop beau pour être vrai. Peur que je ne mérite pas quelqu'un comme toi. Juliette! Elle tendit la main touchant ma joue mouillée de larmes. Ton père a dit des choses horribles sur moi. Il a détruit ma réputation, ma carrière. Pourquoi es-tu venue? Parce que tu avais raison. Je sortis le journal de ma mère de ma veste. Mon père est un monstre. Ma mère l'a documenté pendant des années, tous ses crimes, toutes ses trahisons. Et moi? Ma voix se brisa. Moi, j'étais trop aveugle, trop lâche pour voir la vérité. Clara prit le journal, le feuilletant rapidement, ses yeux s'élargissant en lisant. Mon Dieu, c'est pire que ce que j'imaginais. Je vais le remettre aux autorités. Ton dossier, le journal de ma mère, tout. Mon père ira en prison, Dubois International s'effondrera, et je perdrai tout. Je pris ses mains, les tenant fermement. Mais je ne perdrai pas toi. Je ne peux pas te perdre. Tu sais ce que ça signifie? Ses yeux cherchaient dans les miens. Une fois que tu feras ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu seras la fille qui a trahi son père, qui a détruit l'empire familial. Ils te détesteront. Qu'ils me détestent. Ils détesteront la vérité. Pas moi. Je l'attirai plus près. Pendant 34 ans, j'ai vécu selon les règles de mon père. J'ai porté ses chaînes, j'ai porté son masque, j'ai trahi qui j'étais vraiment pour être ce qu'il voulait. Mais tu m'as montré une autre façon. Tu m'as montré que la force vient de la vulnérabilité, que le pouvoir vient de l'authenticité, que... L'amour! Je touchais son visage, traçant la ligne de sa mâchoire. Que l'amour vaut tous les empires du monde. Je t'aime. Elle dit les mots simplement, mais ils portèrent le poids de la vérité absolue. Même quand tu m'as brisé le cœur en ne me croyant pas, même quand ton père a essayé de me détruire, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Nous nous embrassâmes alors, et c'était différent de tous nos baisers précédents. Ce n'était pas de la passion désespérée ou de la curiosité hésitante. C'était une promesse, un engagement, un choix conscient de nous choisir l'une l'autre malgré tout ce qui s'opposait à nous. « Viens avec moi », murmura-t-elle contre mes lèvres. « À Lyon, rencontre ma mère, vois d'où je viens. Et ensuite, nous reviendrons ensemble et affronterons tout ça côte à côte. Je ne peux pas fuir maintenant. Mon père n'est pas ton problème ce soir. » Elle recula, me regardant avec cette intensité qui m'avait d'abord captivée à Trocadéro. « Juliette, tu as passé toute ta vie à te battre. Une nuit. Donne-toi une nuit pour simplement respirer avant que la tempête n'éclate. » Elle avait raison. Le monde pouvait attendre jusqu'à demain. Cette nuit, je voulais juste être avec elle. Nous prîmes le train de nuit pour Lyon, partageant une couchette dans le vieux train qui traversait la campagne française. Allongés dans le lit étroit, corps pressés l'un contre l'autre, nous parlâmes pendant des heures. De nos peurs, de nos espoirs, des vies que nous voulions construire une fois que la poussière serait retombée. « Ma mère va t'adorer », dit Clara, traçant des motifs paresseux sur mon bras. Elle a toujours dit que j'avais besoin de quelqu'un qui me défie, qui me fasse réfléchir. Et si elle me déteste? Je suis la fille de l'homme qui a tué son mari. Tu n'es pas ton père. Clara se tourna pour me faire face dans l'obscurité. Tu es la femme qui a eu le courage de choisir la vérité plutôt que le confort. La femme qui a risqué tout pour l'amour. C'est qui tu es, Juliette? Mais étais-je vraiment si courageuse? Ou étais-je simplement terrifiée d'être seule à nouveau? Nous arrivâmes à Lyon à l'aube, la ville s'éveillant sous un ciel rose et or. La mère de Clara, Amira Moreau, vivait dans un petit appartement près du vieux Lyon, au-dessus d'une boulangerie qui parfumait tout l'immeuble de pain frais. Elle ouvrit la porte, une femme d'une 60aine d'années avec les mêmes yeux castagno-mêles que Clara et des cheveux gris tirés en arrière en un chignon simple. Son regard passa de Clara à moi, et je vis le moment où elle me reconnut. Ses yeux se durcirent, sa bouche se serrant en une ligne fine. « Clara, tu m'as dit que tu venais seule. Maman, s'il te plaît, c'est important. » Clara prit ma main, l'entrelaçant avec la sienne. « C'est Juliette, Juliette Dubois. » Le nom pendait dans l'air comme une malédiction. Amira resta immobile, nous regardant avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Puis, d'une voix remplie de douleur ancienne, « Comment oses-tu amener la fille de cet homme dans ma maison? » « Parce qu'elle n'est pas son père. » La voix de Clara était ferme. « Parce qu'elle va l'aider à payer pour ce qu'il a fait à papa. Et parce que... » Elle me regarda, ses yeux brillants de larmes non versées. « Parce que je l'aime. » Le silence était assourdissant. Je voulais fuir, retourner à Paris, me cacher dans mon appartement stérile où personne ne me regardait avec tant de haine justifiée. Mais Clara tenait ma main fermement, me ancrant sur place. Finalement, Amira s'écarta. « Entre. Mais tu... » Elle me pointa du doigt. « Tu as 5 minutes pour me convaincre pourquoi je ne devrais pas appeler la police et te faire arrêter pour intrusion dans ma vie. » Nous entrâmes dans le petit appartement qui sentait la menthe et les épices nord-africaines. Les murs étaient couverts de photos. Clara enfant, un homme beau avec un sourire doux, qui devait être Jean-Michel, des images d'une vie heureuse,
avant qu'Henri Dubois ne la détruise. Je m'assis en face d'Amira, mes mains tremblantes, et commençai à parler. Je lui parlais de mon père, de ses crimes, du journal de ma mère. Je lui parlais de ma décision de tout révéler aux autorités, même si cela signifiait détruire ma propre vie. Et finalement, je lui parlais de Clara. Comment elle m'avait montré qu'il y avait plus dans la vie que le pouvoir et l'argent. Comment elle m'avait sauvée de devenir le monstre que mon père avait voulu que je sois. Quand je finis, Amira resta silencieuse pendant un long moment, puis elle se leva, alla dans sa chambre et revint avec une boîte en métal cabossée. Après que Jean-Michel est mort, j'ai voulu tout brûler. Toutes les photos, tous les souvenirs. La douleur était trop grande. Elle ouvrit la boîte, révélant des piles de lettres. Mais Clara m'a arrêtée. Elle avait 8 ans et elle a dit « Maman, si nous brûlons ses souvenirs, alors il meurt vraiment. » Alors j'ai gardé tout ça. Elle sortit une photo et me la tendit. C'était Jean-Michel Moreau debout devant son usine textile, le bras autour d'un jeune homme que je reconnus avec un choc, mon père, il y a 25 ans, souriant d'une manière que je ne l'avais jamais vu sourire. Ils étaient amis une fois, dit Amira doucement. Henri était le témoin au mariage de Jean-Michel. Il était le parrain de Clara. Elle toucha la photo avec tendresse. Puis quelque chose a changé en Henri. Il est devenu avide, impitoyable. Quand Jean-Michel a refusé de compromettre ses principes pour un profit plus élevé, Henri l'a vu comme une faiblesse à exploiter. Je ne savais rien de ça. Les mots sonnaient creux, même à mes propres oreilles. Non, tu ne savais pas. Tu étais une enfant. Amira me regarda, et pour la première fois, je vis quelque chose d'autre que de la haine dans ses yeux. De la pitié, peut-être, ou de la compréhension. Mais maintenant, tu sais. La question est, qu'est-ce que tu vas en faire? Je vais faire ce qui est juste. Même si ça me détruit, ça te détruira. Sa voix était brutalement honnête. Ton nom sera sali, ta carrière terminée, les gens que tu pensais amis te tourneront le dos, et ton père? Elle secoua la tête. Il ne te pardonnera jamais. Je sais. Alors pourquoi le faire? Parce que votre mari mérite la justice. Parce que toutes les personnes que mon père a détruites méritent la vérité. Et parce que... Je regardais Clara, qui me regardait avec tant d'amour que ça faisait mal. Parce que je ne peux pas construire un avenir sur un passé de mensonges. Amira étudia mon visage pendant un long moment. Puis, lentement, elle tendit la main et toucha ma joue, un geste étrangement maternel qui me fit presque pleurer. Tu ressembles à ta mère, Elisabeth. Elle était gentille, même quand Henri ne l'était pas. Vous connaissiez ma mère? Nous étions amis avant tout ça. Elle venait ici pour le thé, nous parlions de nos enfants, de nos rêves. Une tristesse profonde traversa son visage. Après la mort de Jean-Michel, elle m'a appelée une fois. Elle pleurait, disant qu'elle était désolée, qu'elle aurait dû arrêter Henri. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute, mais je pense qu'elle ne m'a jamais cru. La culpabilité l'a mangée. Vivante. Une nouvelle pièce du puzzle s'emboîta. Ma mère ne souffrait pas seulement d'Alzheimer. Elle souffrait aussi du poids des crimes de mon père, du remords silencieux pour toutes les vies détruites pendant qu'elle restait silencieuse. Peut-être que sa maladie n'était pas seulement biologique, mais aussi psychologique, un esprit qui s'effondrait sous le fardeau de secrets qu'il ne pouvait plus... Porter. Je suis désolée, murmurai-je, bien que les mots semblent terriblement inadéquats. Pour tout. Pour votre mari, pour votre douleur, pour les années perdues. Les excuses ne ramènent pas les morts. Mais sa voix s'était adoucie. Mais la justice? La vérité? Peut-être que ça peut apporter la paix. Elle se tourna vers Clara. Tu es sûre de ça? De elle? Clara ne détourna pas le regard. Plus sûre de quoi que ce soit dans ma vie. Amira hocha lentement la tête. Alors tu as ma bénédiction. Mais souviens-toi, l'amour construit sur les cendres de la tragédie doit être fort. Plus fort que l'acier, plus profond que l'océan. Sinon, il sera consumé par les flammes du passé. Nous restâmes à Lyon pendant 2 jours. 2 jours pendant lesquels le monde extérieur sembla se mettre en pause. Clara me montra les endroits de son enfance. Le parc où elle avait joué avec son père, l'église où il était enterré, l'usine abandonnée où Dubois International avait autrefois opéré avant de tout détruire. Nous nous tenions devant la tombe de Jean-Michel Moreau, une pierre simple gravée de son nom et des dates qui encadraient une vie trop courte. Clara posa des fleurs fraîches, des marguerites, les mêmes qu'elle avait apportées à ma maison il y a tant d'années. « Papa, dit-elle doucement, je veux que tu rencontres quelqu'un. C'est Juliette. Je sais que c'est compliqué, mais... » Elle prit ma main. « Elle va faire ce qui est juste. Elle va te donner la justice que tu mérites. » Je me tenais là, tenant la main de la fille de l'homme que mon père avait tué, devant sa tombe, et je fis une promesse silencieuse. Je ne pouvais pas ramener Jean-Michel Moreau à la vie, mais je pouvais m'assurer que sa mort n'était pas vaine. Je pouvais m'assurer que Henri Dubois payait pour ses crimes. Mon téléphone vibra constamment dans ma poche. Des douzaines d'appels manqués et de messages de mon père, de Sophie, des avocats de l'entreprise. Je les ignorais tous sauf un,
De Nadia Kassem. J'ai entendu dire que vous avez quitté la ville. Mon article paraît dans 48 heures. Si vous voulez raconter votre version de l'histoire, c'est maintenant ou jamais. C'est l'heure, dis-je à Clara. Nous devons retourner à Paris. Le voyage de retour sembla à la fois trop long et trop court. À chaque kilomètre qui nous rapprochait de Paris, je sentais le poids de ce qui allait venir s'alourdir sur mes épaules. Mais à chaque kilomètre, je sentais aussi quelque chose d'autre, une légèreté étrange, comme si en choisissant la vérité, j'avais laissé tomber un fardeau que j'avais porté toute ma vie. Nous arrivâmes à Paris à minuit. Au lieu d'aller à mon appartement sur l'avenue Foch ou même à mon sanctuaire sur la rue Norvins, nous allâmes directement au bureau du Monde. Nadia Kassem nous attendait, surprise de nous voir ensemble. Mademoiselle Dubois et Mademoiselle Moreau. Elle nous regarda toutes les deux avec des yeux de journaliste aiguisés. C'est inattendu. J'ai une histoire pour vous, dis-je, posant le journal de ma mère sur son bureau. La vérité complète sur Henri Dubois et Dubois International. Mais je veux quelque chose en échange. Je n'achète pas d'informations. Je ne veux pas d'argent. Je veux que vous racontiez toute l'histoire, pas seulement les crimes de mon père, mais aussi comment Clara et moi avons été prises dans un héritage de haine et avons choisi l'amour à la place. Je veux que les gens sachent que la rédemption est possible, même pour la fille d'un monstre. Nadia ouvrit le journal, ses yeux s'élargissant à chaque page qu'elle tournait. Mon Dieu, c'est explosif. Avec ça et les documents de Mademoiselle Moreau, votre père ira en prison pour des décennies. Bien. Le mot sortit avec plus de force que je ne m'y attendais. Et vous? Vous êtes consciente que vous serez détruite par association? Je serai détruite de toute façon. Au moins de cette façon, je serai détruite pour avoir fait ce qui est juste. Nadia nous regarda toutes les deux. Deux femmes qui auraient dû être ennemies, mais qui se tenaient côte à côte, unies par quelque chose de plus fort que le sang ou la vengeance. D'accord, je raconterai votre histoire. Toute votre histoire. Nous passâmes le reste de la nuit dans son bureau, racontant tout. La rencontre accidentelle à Trocadéro, l'amour qui s'était développé contre toute attente, les secrets découverts, les choix difficiles faits. À l'aube, Nadia avait tout ce dont elle avait besoin. L'article paraîtra demain, dit-elle alors que nous nous préparions à partir. Je vais aussi contacter les procureurs. Avec ces preuves, ils ouvriront immédiatement une enquête. Bien. Dehors, Paris s'éveillait. Les boulangeries ouvraient, les cafés installèrent leurs tables. La vie continuait comme toujours. Mais pour moi, tout avait changé. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Clara, sa main dans la mienne alors que nous marchions sans but dans les rues. Maintenant, je m'arrêtai, me tournant pour lui faire face dans la lumière dorée de l'aube. Maintenant, nous affrontons la tempête. Ensemble. Elle sourit alors. Ce sourire radieux qui m'avait captivé la première fois que je l'avais vue. Ensemble, j'aime le son de ça. Nous nous embrassâmes là, au milieu d'une rue parisienne qui s'éveillait, deux femmes qui avaient trouvé l'amour dans les ruines de la tragédie. Et pour la première fois depuis que je pouvais me souvenir, je me sentais libre. Si vous appréciez cette histoire d'amour et de rédemption, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien signifie tout pour nous et nous permet de continuer à partager des histoires qui touchent avec le cœur. Mais ma liberté allait être de courte durée. Car à ce moment même, dans son hôtel particulier du 16e arrondissement, Henri Dubois lisait un email de Nadia Kassem l'informant de l'article à venir. Et Henri Dubois ne perdait jamais sans se battre. L'article parut le lendemain matin, en première page du Monde, avec un titre qui allait changer ma vie pour toujours. L'Empire Dubois. Comment une dynastie française a été construite sur la corruption, la fraude et le sang, révélé par sa propre fille. Mon téléphone explosa. Littéralement, il sembla, des centaines d'appels, de messages, d'emails arrivant si rapidement que l'appareil chauffait dans ma main. Des journalistes campèrent devant mon immeuble de l'avenue Foch. Des caméras de télévision bloquèrent l'entrée de la tour Dubois International. Le monde que j'avais connu s'effondrait en temps réel, diffusé sur chaque chaîne d'information, discuté sur chaque réseau social. Clara et moi nous étions barricadés dans mon appartement secret sur la rue Norvins, regardant le chaos se dérouler à la télévision comme un accident de voiture au ralenti, horrible mais impossible à détourner le regard. Juliette Dubois, autrefois considérée comme l'une des jeunes PDG les plus prometteuses de France, a fourni des preuves accablantes contre son propre père, annonçait le présentateur du journal télévisé. Les documents, incluant un journal intime tenu par sa mère Élisabeth Dubois et des dossiers compilés par Clara Moreau, fille d'une des victimes d'Henri Dubois, révèlent des décennies de crimes, d'entreprises. L'écran changea pour montrer mon père sortant de l'hôtel particulier familial, entouré d'avocats, son visage un masque de rage glaciale. Ces accusations sont absurdes, aboyait-il au journaliste qui le pressait. Ma fille a clairement été manipulée par une femme instable cherchant à détruire notre famille. Je me défendrai vigoureusement contre ces calomnies. Il ne m'a pas appelé, murmurai-je, fixant son image à l'écran. Pas une fois. Il ne m'a pas appelé pour demander pourquoi, pour crier, pour essayer de me convaincre. Rien. Clara prit ma main.
Il a fait son choix. Tu as fait le tien. Je sais. Mais une partie de moi espérait encore. Je secouai la tête. C'est stupide. Il ne changera jamais. Non, il ne changera pas. Mais toi, tu as changé. Et c'est ce qui compte. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités légales. Les procureurs ouvrirent immédiatement une enquête criminelle. Henri Dubois fut convoqué pour interrogatoire. Le conseil d'administration de Dubois International me licencia officiellement, publiant une déclaration condamnant mes actions déloyales et destructrices. Les tabloïds se délectèrent de l'histoire. L'héritière lesbienne qui a détruit l'empire de son père pour l'amour de la fille de sa victime était un titre particulièrement créatif. Mais ce qui me surprit, ce furent les messages de soutien. Des dizaines d'anciens employés de Dubois International contactèrent les procureurs avec leurs propres histoires de corruption et d'abus. D'autres victimes de mon père, des entrepreneurs qui l'avaient écrasé, des partenaires qui l'avaient trahi, sortirent de l'ombre, trouvant enfin le courage de parler. Et les messages ordinaires de gens, ordinaires qui disaient simplement « Merci d'avoir eu le courage de faire ce qui était juste ». Sophie, mon assistante, vint me voir une semaine après la publication de l'article. Elle se tenait maladroitement dans mon petit appartement, ses yeux rouges comme si elle avait pleuré. « Je suis désolée, Madame Dubois. Je ne savais pas. Si j'avais su ce que votre père faisait, ce n'est pas ta faute, Sophie. Mais je travaillais pour lui, j'ai contribué à… » Elle s'essuya les yeux. « J'ai démissionné. Je ne pouvais pas rester après avoir appris la vérité. Tu as une famille à nourrir. Tu n'avais pas besoin de démissionner. » « Si, j'en avais besoin, pour mon âme. » Elle me tendit une enveloppe. « C'est de votre mère. L'infirmière de la résidence m'a appelée. Votre mère a eu un moment de lucidité et a demandé qu'on vous donne ça. » L'enveloppe contenait une seule feuille de papier, couverte de l'écriture tremblante de ma mère. « Ma chère Juliette, je ne sais pas combien de temps je resterai lucide. Alors je dois écrire vite. Je suis si fière de toi. Tu as fait ce que je n'ai jamais eu le courage de faire. Tu as choisi la vérité plutôt que le confort, l'amour plutôt que la loyauté aveugle. Ton père essaiera de te détruire. Pour ça. Mais souviens-toi, tu es déjà plus forte que lui parce que tu as quelque chose qu'il n'a jamais eu. Un cœur capable d'aimer. Sois heureuse avec ta fille aux fleurs. Tu as ma bénédiction, maintenant et toujours. Maman. Je pleurais alors, des sanglots profonds et libérateurs que je n'avais pas pleurés depuis l'enfance. Clara me tint, me berçant doucement, et Sophie resta avec nous jusqu'à ce que je me calme, une solidarité silencieuse entre femmes qui avaient toutes été touchées par les actions d'Henri Dubois. Le procès commença 3 mois plus tard. Le tribunal était bondé de journalistes, de victimes, de curieux venus voir la chute d'un titan français. Je témoignais pendant 2 jours entiers, détaillant tout ce que j'avais trouvé dans le journal de ma mère, expliquant comment j'avais été aveugle pendant tant d'années, reconnaissant ma propre complicité passive dans le système que mon père avait créé. Mon père ne me regarda pas une seule fois durant tout le procès. Il s'asseyait à la table de la défense, le dos droit, le visage impassible, comme si j'étais invisible. Mais quand Clara témoigna, racontant l'histoire du suicide de son père, la pauvreté qui avait suivi, les années passées à chercher la justice, je le vis se fissurer, juste légèrement. Un éclair de quelque chose traversa son visage. Du remords, de la culpabilité, ou simplement de la colère d'avoir été pris. Le verdict tomba un vendredi après-midi de juin, 6 mois après la publication de l'article. Henri Dubois fut reconnu coupable de fraude, de corruption, de faux et usage de faux, et de plusieurs autres chefs d'accusation. Le juge le condamna à 15 ans de prison ferme et à payer des millions en restitution aux victimes. Quand ils l'emmenèrent, menotté et brisé, il se tourna enfin vers moi. Nos yeux se rencontrèrent à travers la salle d'audience bondée, et dans cet instant, je vis l'homme qu'il aurait pu être. Le jeune homme souriant dans les photos avec Jean-Michel Moreau, l'ami, le témoin de mariage, le parrain. Mais ce homme était mort depuis longtemps, consumé par l'avidité et l'ambition. « Je suis désolée, papa », murmurai-je, bien qu'il soit trop loin pour m'entendre. Clara serra ma main. « Tu n'as rien à te faire pardonner. »« Je sais, mais il reste mon père, malgré tout. » Dubois International fut démantelé dans les mois suivants, vendu en morceaux pour payer les amendes et les restitutions. Le siège social magnifique fut transformé en logements sociaux, une ironie qui aurait fait rire mon père s'il avait été capable de rire de quoi que ce soit. J'utilisai l'argent qui me restait, considérablement réduit après les saisies et les paiements légaux, pour créer une fondation au nom de Jean-Michel Moreau, dédiée à aider les petites entreprises à se défendre contre la corruption d'entreprise. Clara devint directrice artistique, utilisant son art pour sensibiliser et lever des fonds. Mon appartement sur l'avenue Foch fut vendu. Je n'en avais pas besoin et franchement, je ne pouvais plus supporter d'y vivre. Chaque coin me rappelait la femme que j'avais été, froide et calculée et seule. Au lieu de ça, Clara et moi transformâmes mon petit sanctuaire sur la rue Norvins en notre maison partagée. Nous dormions dans le lit étroit, cuisinions dans la petite cuisine, peignions sur
les murs désormais couverts de l'art de Clara. « C'est parfait, dit-elle un soir, allongée sur le canapé en velours avec sa tête sur mes genoux. Minuscule, encombrée, avec de l'eau chaude aléatoire. Absolument parfait. Tu dis ça maintenant. Attends l'hiver quand le chauffage tombe en panne. Alors nous nous blottirons pour rester au chaud. » Elle leva les yeux vers moi, ses yeux castagnomèles pétillants. « J'ai quelque chose pour toi. » Elle se leva, fouillant dans un placard jusqu'à ce qu'elle trouve une toile couverte. Quand elle la révéla, j'eus le souffle coupé. C'était nous. Non pas un portrait réaliste, mais une représentation abstraite de deux figures qui s'entrelaçaient, l'une faite de bleus électriques et de violets profonds, l'autre de jaune chaud et d'orange vibrante. Là où elles se touchaient, les couleurs se fondaient en rose et en or, créant quelque chose de nouveau et de beau. « C'est nous, » murmura-t-elle. « Toi avec tes orages, moi avec mon soleil. Séparés, nous sommes belles. Ensemble, nous sommes magnifiques. Clara, c'est... » Je ne trouvais pas les mots. « C'est la chose la plus belle que j'ai jamais vue. Alors ça te va comme demande en mariage ?» Le temps s'arrêta. « Quoi ?» Elle sourit, sortant une petite boîte de sa poche. À l'intérieur se trouvaient 2 bagues simples en argent, chacune gravée d'une lune et d'un soleil entrelacés. Je sais que c'est rapide. Je sais que nous avons traversé l'enfer et que nous en portons encore les cicatrices. Mais je sais aussi que je veux passer le reste de ma vie avec toi. Alors, Juliette Dubois, femme aux orages et à la lune. Secrète, veux-tu m'épouser? J'aurais dû réfléchir. J'aurais dû peser les pour et les contre, considérer les implications, planifier soigneusement comme je planifiais tout dans ma vie. Mais la vieille Juliette, la PDG glaciale qui analysait tout, était morte. À sa place était quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui avait appris que les meilleures choses de la vie ne venaient pas de la planification, mais du courage de sauter dans l'inconnu. Oui, le mot sortit comme un rire, comme un sanglot, comme une prière. Oui, 1000 fois oui. Nous nous mariâmes 6 mois plus tard dans une petite cérémonie dans les jardins de Trocadéro, le même endroit où nous nous étions rencontrés, où un café renversé avait changé le cours de 2 vies. Amira était là, souriant à travers les larmes. Sophie était là, avec son nouveau travail dans une ONG. Quelques amis artistes de Clara, des collègues de la fondation, même Nadia Kassem, la journaliste. Ma mère ne put pas venir. Son Alzheimer avait progressé au point où elle ne quittait plus la résidence. Mais je lui rendis visite le matin du mariage, portant ma simple robe blanche, et elle me regarda avec des yeux qui ne me reconnaissaient plus, mais qui brillaient de joie. « Tu es si belle », murmura-t-elle. « Ton mariage sera magnifique. Merci, maman, pour tout. » Elle toucha ma joue, un dernier moment de lucidité perçant le brouillard. « Tu as choisi l'amour, n'est-ce pas? Tu as choisi la fille aux fleurs? »« Oui, maman. J'ai choisi l'amour. »« Bien. » Son sourire était paisible. « Alors tout ira bien. » Debout sous un arc de marguerite blanche, les mêmes fleurs que Clara avait apportées à ma maison il y a tant d'années, je regardais dans les yeux de la femme qui m'avait sauvée, qui avait vu les orages en moi et avait choisi de rester quand même, qui avait toutes les raisons de me haïr mais qui m'avait aimée à la place. « Je t'aime, » dis-je alors que nous échangions nos anneaux simples. Non pas malgré notre passé, mais à cause de lui, parce que notre amour a prouvé que même les tragédies les plus sombres peuvent créer quelque chose de beau. Tu es mon soleil, Clara. Tu as fondu la glace et montré à l'orage comment danser. Et tu es ma force, répondit-elle, sa voix tremblant d'émotion. Tu m'as montré que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le choix de faire ce qui est juste, même quand ça fait mal. Que l'amour ne se contente pas de guérir, il transforme. Je t'aimerai à travers chaque tempête, chaque jour ensoleillé, chaque saison que la vie nous apporte. Nous nous embrassâmes alors que le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de roses et d'or, et le monde entier sembla retenir son souffle. 2 femmes qui auraient dû être ennemies, unies par un amour qui avait transcendé la haine, le sang et la tragédie. Ce n'était pas une fin de conte de fées. Mon père mourut en prison 3 ans plus tard, sans jamais m'avoir reparlé. Ma mère le suivit 6 mois après, libérée enfin des souvenirs qui l'avaient tourmentée. Les cicatrices de notre passé ne disparurent jamais complètement. Il y avait des nuits où je me réveillais en pleurant, des moments où Clara revivait la perte de son père, des jours où le poids de ce que nous avions traversé semblait trop lourd à porter. Mais nous les portions ensemble. Et lentement, année après année, nous construisions une vie qui n'était pas définie par nos tragédies, mais par notre choix de les surmonter. Nous voyagions, Alger pour rencontrer la famille algérienne d'Amira, Tokyo pour une exposition d'art, New York où personne ne connaissait l'histoire des Dubois. Nous adoptâmes un chat orange qui dormait sur mes vinyles de jazz. Nous peignîmes chaque centimètre de notre petit appartement, jusqu'à ce que les murs ne soient plus blancs, mais vivants de couleurs. Et chaque année, le jour où nous nous étions rencontrés, nous retournions à Trocadéro. Clara installait son chevalet, je tenais un café au lait, et nous réenactions notre première rencontre. Sauf que maintenant,
Je renversai intentionnellement le café sur sa toile, et nous riions comme si c'était la chose la plus drôle du monde. Parce que c'était comment une catastrophe aussi minuscule avait changé tout. Un jour, 5 ans après le mariage, Clara annonça qu'elle avait été acceptée pour exposer au Louvre, le rêve qu'elle avait poursuivi depuis qu'elle était arrivée à Paris avec une seule valise et des poches vides. L'exposition s'appelait « Des tempêtes au soleil », une histoire d'amour en couleurs, et racontait notre histoire à travers l'art, de l'orage bleu-violet qu'elle avait peint de moi ce premier jour, aux toiles vibrantes de nous deux entrelacées, aux pièces récentes montrant un paysage paisible où les tempêtes et le soleil coexistaient en harmonie. « Je n'aurais jamais cru que j'arriverais ici », dit-elle le soir du vernissage, regardant les foules qui admiraient son travail. Une petite fille d'immigrant dont le père s'est suicidé, exposant au Louvre. C'est surréel. Tu le mérites. Tu as toujours été brillante. Non. Elle se tourna vers moi, prenant mes mains. Nous le méritons. Parce que rien de tout ça n'aurait été possible sans toi. Sans ton courage. Sans ta volonté de tout risquer pour la vérité. Cette nuit-là, nous dansâmes dans notre petit appartement au son de Billie Holiday, nos corps se déplaçant ensemble comme s'ils avaient été créés pour s'emboîter. Par la fenêtre, Paris scintillait. La même ville qui nous avait vus nous rencontrer, nous battre, nous aimer, nous transformer. « Tu regrettes ?» demanda Clara, sa tête reposant sur mon épaule. « Tout ce que tu as abandonné ?» Je pensais à l'empire que j'avais détruit, au père que j'avais perdu, à la vie de pouvoir et de privilèges que j'avais laissée derrière. Puis je regardais la femme dans mes bras, les murs couverts d'art que nous avions créés ensemble, la vie simple mais riche que nous avions construite des cendres de la tragédie. Pas une seule seconde. Je l'embrassais doucement. J'ai échangé un empire contre un royaume, et ce royaume tient dans tes bras. Toujours la romantique, taquina-t-elle, mais je pouvais voir les larmes dans ses yeux. Tu m'as appris ça. Avant toi, je ne savais même pas que j'avais un cœur. Oh, tu en avais un? Il était juste gelé. Elle sourit. Mais heureusement, je suis excellente pour faire fondre la glace. Nous restâmes comme ça pendant longtemps, dansant lentement alors que la nuit s'approfondissait. Deux femmes qui avaient trouvé l'amour dans les endroits les plus improbables, qui avaient transformé la haine héritée en quelque chose de beau, qui prouvaient chaque jour que le pouvoir du choix est plus fort que le poids du destin. Et si quelqu'un m'avait dit, ce jour à Trocadéro quand je trébuchais et renversais du café sur l'artiste de rue, que cette catastrophe mènerait à ça, à l'amour, à la rédemption, à une vie qui valait vraiment la peine d'être vécue, je ne l'aurais jamais cru. Mais les meilleurs miracles sont ceux que nous ne voyons jamais venir. Les meilleurs amours naissent des tempêtes. Et les meilleures vies sont celles que nous construisons quand nous trouvons enfin le courage d'être vraiment, authentiquement nous-mêmes. Je m'appelais Juliette Dubois, la PDG glaciale, la fille du monstre, l'héritière d'un empire bâti sur la corruption. Mais maintenant, j'étais simplement Juliette, épouse de Clara, directrice d'une fondation qui aidait les gens au lieu de les écraser, femme aux orages qui avait appris à danser sous le soleil. Et c'était plus que suffisant. C'était tout. Paris continuait sa danse éternelle dehors, témoin silencieux d'innombrables histoires d'amour. Mais la nôtre était différente. Parce que nous ne nous contentions pas de tomber amoureuses, nous avons choisi de l'être, encore et encore, à travers chaque obstacle que le destin mettait sur notre chemin. Et à la fin, c'est le choix qui compte. Toujours le choix. Si vous avez aimé cette histoire de transformation, de courage et d'amour qui surmonte tous les obstacles, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Et surtout, laissez-nous dans les commentaires votre note de 0 à 10 et dites-nous ce que vous avez le plus aimé dans cette histoire. Votre engagement et vos retours sont extrêmement importants pour nous et nous aident à continuer à créer des récits qui touchent à les cœurs. Merci d'avoir fait ce voyage avec Juliette et Clara.